Quand il y a un mec qui fait Scale With Vous, il m'a envoyé un message pour me dire que c'était la meilleure formation qu'il a vécue de sa vie. 2 semaines après, il m'envoie un message, il me dit « Ouais, je viens de voir la vidéo d'Olivier Roland, j'aimerais me faire rembourser, je veux pas soutenir un voleur. » Tu veux ton remboursement, attaque-moi en justice. Tu irais pas Et faire il comme viendra. Yomi, tu te mets sur une chaise et il y a plein de gens autour et ils viennent à ta table. Avec plaisir. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que Sofiane Pamar il a réussi à exploser autant? Ok, t'as GarageBand, t'as Suno, tu peux acheter un micro pas cher. Par contre, est-ce que t'es capable de créer une histoire et un univers? Comme les mauvais articles dans la presse. Quand t'as ton premier, c'est la fin du monde, puis au 10e, tu rigoles, tu dis voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu te motives 3 semaines à apprendre un sujet, tu peux devenir influenceur de ce sujet. L'IA va avoir des conséquences catastrophiques pour la société que personne aujourd'hui n'est capable de voir. Hello les amis, on est de retour dans un nouvel épisode de Sans Permission. Je suis accompagné aujourd'hui d'Oussama, alias le cofondateur préféré des Français. Bon, ça va aussi. Ça va super, et toi? Stylé ce Nickel, nouveau nickel. titre. Et JB, comme la semaine dernière, JB est de retour. Comment ça va, JB? Très bien, écoute. Il y a pas mal de gens qui m'ont contacté là suite au petit message que j'avais fait sur Full Vision. Donc je suis rentré en contact avec pas mal de gens de l'audience là, donc très cool. Trop bien, trop bien. Hier, vous avez vu le match ou pas de Paris? Ouais, c'était chiant, mais on a gagné. Ouais. Ouais, il paraît que JB, t'as érupté de joie à l'annonce de la victoire, on m'a dit. Je suis monté sur la table, ouais. Ouais. Ça fait longtemps que je supporte, depuis l'époque où c'était très, très dur. Fabrice Pancrate, tout ça, les vrais savent. Énorme. Et vous avez vu ouais, du coup l'après-match aussi? Bon, comme d'hab, j'ai même pas vu, mais comme d'hab, ils ont rasé Paris, c'est ça? Ouais. C'est De toute façon, ouais. bah, c'est pas Même faux, Elon, c'est j'ai tout vu le temps qu'il la même chose. C'est une Elon, j'ai vu tradition qu'il a maintenant. ouais. C'est un peu dommage en vrai, je trouve. Je voulais qu'on en parle quand même parce que, je trouve que ça gâche un peu la fête, selon moi. Ça gâche un peu la fête et ça montre pas une super image du foot. Par exemple, JB, je sais que toi t'aimes le rugby, on en avait parlé à un dîner chez Ous. Ouais. Dans le rugby, il y a pas ce genre de truc. Bah, le rugby, c'est un sport de riches en soi, hein. C'est le public, il est plutôt posé, quoi. Donc, Tu vas tu es en dans, train de dire dans un épisode de Sans Permission que les pauvres cassent tout. bah, le foot est plus populaire, c'est plus un sport populaire, c'est une réalité, tu vois? Après derrière ça, écoute, les gens ils font de la merde quand ils ont pas peur d'être sanctionnés, c'est toujours le même problème, toujours pareil, Non, mais quoi. de toute façon, franchement, c'est inintéressant, il y a rien à dire. Oui, La c'est France, écoute, ils veulent pas régler le problème, qu'ils règlent pas le problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, je te dis, c'est une tradition maintenant. Moi, la dernière fois qu'il y a eu le PSG qui a gagné un truc, j'étais par hasard à Paris. Euh, j'étais dans un Airbnb juste à côté des Champs-Élysées. J'ai cru qu'il y avait une guerre. Je pensais qu'il y avait la guerre, quoi, que la Russie nous avait enfin attaqué, quoi. Et après, je sors dehors, on m'explique que c'est un match de foot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Et je veux dire, et puis en plus, les mecs, ils se sentent surpuissants. Ils cassent tout, ils ont aucune conséquence. Bah, écoute. Et en plus, quand tu vois, franchement, les affrontements avec les forces de l'ordre, etc., tu dis, enfin, et le problème, c'est pas que ça arrive. Le problème, c'est pourquoi ça arrive. Et de toute façon, c'est un problème extrêmement complexe. 30 ans avec une école défaillante, 40 ans avec une économie sans croissance, 50 ans avec un rapport à l'ordre complètement fou. Bah voilà. Enfin, et maintenant, on regarde ça et on l'analyse, tu vois, comme avec le petit bout de la lorgnette. Ah oui, bah quand il y a un match, il faut mettre un dispositif policier. Mais non, normalement, quand il y a un match, t'as pas besoin de mettre un dispositif et de faire débarquer l'armée. Si t'as besoin de faire ça, c'est qu'il y a un problème assez grave dans le pays, en fait. Donc, ouais, non, franchement, de toute façon, c'est même plus mon problème, moi, je m'en fous. ouais, d'accord. Moi, ce qui me fait un peu flipper, c'est que c'est quand même beaucoup de jeunes, hein. C'est beaucoup de jeunes qui sont dans les rues, qui sont même plus jeunes que moi et tu te dis: «Putain, c'est quand même Bah, flippant c'est en pour fait, l'avenir, ça va pas aller en c'est s'arrangeant, l hein».
c'est leur seul moyen de s'amuser. Moi, j'étais un peu dans un collège, de banlieue, quartier, tu vois? C'est vrai que les mecs se font chier et en fait, c'est l'événement de la semaine. Tu vas, tu casses des trucs et après tu pars pendant un mois. Ah, il y a un mois, qu'est-ce qu'on a foutu le bordel? C'était trop bien. C'est des souvenirs de ta bande de potes. C'est quand tu as pété le lampadaire, sur les Champs-Élysées, tu vois? Et c'est ça le truc dont tu vas parler pendant un mois avec tes potes, c'est ça, tu vois? Parce qu'en fait, quelque part, ils ont pas grand chose d'autre, tu vois? C'est ça l'événement de l'année, c'est ça, tu vois? Et c'est ça qui est triste, tu vois? Mmh. D'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est que maintenant, à l'ère du vibe coding, pourquoi il y en a pas un qui code, allons péter des trucs.com et tu sais, genre une C'est carte sûr. géolocalisée et ils se donnent rendez-vous pour aller Mmh. péter des trucs histoire de se créer des souvenirs. Parce que je veux dire, t je moi, la seule chose qui m'étonne dans cette affaire, c'est pourquoi ça n'arrive que les soirs de match. Parce que franchement, quitte à aller tout casser, autant en faire, un truc, tous les dimanches, tu vois? Allez, un petit truc hebdo, une petite app, crypté, P2P, en plus, franchement, ils apprendraient le vibe coding, donc moi, je Mmh. dis franchement, il manque de moi, la jeunesse manque d'initiative. Les gars, révoltez-vous, Soyez Plus créatifs, qu'assez, pétez des trucs, soyez plus créatifs. intéressants. plus qu'assez. JB, il y avait un sujet, plusieurs sujets, dont tu voulais qu'on parle, hem, qui sont super intéressants, pour les spectateurs parce que ça va leur permettre de savoir où est-ce qu'ils doivent mettre, leur énergie sur, les mois et les années à venir. Est-ce qu'il faut lancer vite? Est-ce qu'il faut continuer à construire, du SaaS? Est-ce que ça vaut encore le coup? Hem Et il y a notamment, ce débat autour, du produit. Est-ce que le produit vaut encore quelque chose ou est-ce qu'il faut, mettre tout son effort dans la distribution et sur quoi est-ce qu'il va falloir capitaliser sur les prochaines années? Est-ce que le seul mode, c'est, le deep tech? On en a un petit peu parlé la semaine dernière. Toi, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Écoute, c'est compliqué effectivement parce que, du coup, on avait lancé une première boîte avec, Evaboot, tu vois, on avait suivi le playbook un peu classique, de mettre un MVP assez dégueulasse, le plus rapidement, sur le marché, avoir des utilisateurs qui ont vraiment le problème et qui s'en foutent d'utiliser un truc qui est un peu bancal. Mais c'est vrai que là, on lance un deuxième produit et étant donné que quand même le standard sur le marché a pas mal augmenté. C'est vrai que tu peux plus arriver sur le marché comme avant avec un truc très bancal, tu vois? Et nous, typiquement, là, c'est vrai que, j'ai l'impression que le playbook a changé parce que là, nous, on attend un peu plus quand même d'avoir un truc plus propre avant de lancer. Les boîtes restent en bêta fermée, en stealth, plus longtemps. Si aussi tu sors ton produit et que tu es pas très rapide, bah, c'est vrai que la vitesse à laquelle on peut te copier aussi et prendre tes parts de marché, s'est réduit. Donc j'ai l'impression que c'est mon opinion, moi je sais tu vois, je sais pas du tout si vraiment c'est vrai ou pas pour tout le monde, c'est d'attendre un peu plus, avoir un MVP un peu plus mature et de préparer un peu plus son lancement quand même, tu vois? OK. Et d'aller plus vite sur le lancement, histoire de quand même tuer les espoirs de la concurrence un peu plus rapidement, tu vois? Je sais pas ce que tu en penses, Ous? Je pense que c'est un problème compliqué, et multidimensionnel, enfin, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais je vais essayer de faire le plus synthétique possible. La première chose, c'est que c'est pas parce que la valeur, du software est en train de tendre vers zéro que les SaaS et les softwares n'ont pas de valeur. C'est comme dire, le fait qu'on ait divisé le prix de fabrication du textile par 100 à travers le XXe siècle n'a pas du tout réduit la valeur qu'on prend sur les vêtements et même paradoxalement, on gagne beaucoup plus d'argent sur un t-shirt coton vendu par LVMH que sur un t-shirt fabriqué au XIXe siècle qui prenait énormément de ressources et de matières premières et de temps humain, etc. À faire. Donc en Je peux fait, y arriver ou pas? ouais, bien sûr. Parce que sur, l'exemple du textile, tu peux quand même contrôler, l'offre. Et c'est ce qui fait qu'en partie, certaines marques arrivent à capitaliser sur le biais de rareté et c'est pas forcément le cas sur le software. Il y a aucun bien de rareté sur un sac LVMH. Ils en produisent des millions tous les ans et le prix baisse pas. Elle est où la rareté sur un sac LVMH? Ils ont pas une quantité, de sacs, en Non, tout mais cas par contre, l'accès ils arrivent.
Bah non, l'accès est pas difficile, tout le monde en a. Il y en a tellement qu'il y a même autant de faux que de vrais, tellement là, c'est désirable. Tu sais, j'ai l'impression que tu as accessibilité de la matière première, mais par contre la compétence liée à mettre de la valeur par-dessus, par exemple dans le cas des VMH, du statut social ou de C'est rajouter des couches de valeur au-dessus de la mais c'est mon point. du matériel Mon brut mon augmente et la même chose avec le software. Ouais, mon point, c'est que la valeur perçue, la valeur réelle est décorrélée dans l'humanité depuis toujours et que les humains ont des capacités incroyables à créer des valeurs perçues. Et moi, je suis persuadé que software is the new fashion et que bientôt on aura des SaaS comme des statuts et que utiliser certains logiciels va devenir communautaire. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que les boîtes tech ont un intérêt à créer leur propre stack. Quand JB nous disait par message privé qu'il a remplacé tous ses SaaS par par des choses qu'il a fait en interne et qu'il a économisé 1 000 € par mois, tu t'en balèques des 1 000 € par mois. Le sujet, c'est pas que tu as économisé 1 000 € par mois. Le sujet, c'est que ça te permet d'avoir un contrôle de la data, un contrôle des opérations, etc. Mais maintenant, les boîtes tech sont une minorité de l'économie. Et à force d'être dans notre petit cercle, à se dire que nous, on est capable de faire ça, on imagine que dehors, les gens sont capables de le faire parce que c'est facile. Mais c'est facile de poster un tweet et pourtant, il y a que 1% des gens qui postent un tweet. Et un truc qui est très, très paradoxal, c'est que tout le monde imagine que la baisse des barrières augmente le nombre d'acteurs, mais c'est pas vrai parce que la proportion reste toujours la même. T'as 1% des gens qui créent, 9% qui commandent, 90% qui subissent et qui sont passifs. Et ça va pas changer dans le software. Donc, bien sûr que les boîtes tech vont euh, avoir leur stack, développer leur stack et sans doute toutes les boîtes SaaS qui sont massivement vendues aux startups et aux boîtes tech ont du souci à se faire. Mais le marché des PME, le marché des boîtes traditionnelles, le marché de l'économie réelle, il est 1000 fois plus grand que le marché des 10 000 connards par an qui créent une boîte tech. Enfin, ça a strictement rien à voir. Et la troisième chose, c'est que sur cette histoire de produits bien faits, pas bien faits, MVP, pas MVP, etc., la vérité, c'est que tout ça n'est plus l'enjeu. Le vrai enjeu, c'est que la nouvelle currency du monde, c'est la hype. La hype, c'est précieux, c'est extrêmement dur à créer et ça détermine les valorisations. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens essaient de truquer leur hype. On le voit sur un phénomène tout bête, c'est que aujourd'hui, si tu lances un produit sur GitHub qui fait 1000 stars dans la journée, bah tu es contacté par 3 VC. Si tu fais 10 000 stars dans la journée, tu es contacté par 5 VC. Et si tu as plus de 100 000 stars, tu fais une série A. Et ben quand les mecs ont commencé à se rendre compte de ça, ils ont inventé quoi? Ils ont inventé le marché des faux stars sur GitHub. Bah bien sûr. Mais évidemment. Et donc aujourd'hui, maintenant, les mecs sont en train de faire ça parce que c'est un mauvais proxy. Donc maintenant, il y a des calculs plus compliqués. Par exemple, le ratio. Maintenant, moi, quand je regarde un projet avec le nombre de stars, je regarde le ratio entre nombre de stars et nombre de forks. Parce que le fork est réel et va révéler le sujet. C'est dur d'acheter un faux fork. Et il va révéler le nombre de PR, etc., l'activité réelle sur le projet, les commentaires, la contribution. Mais c'est toujours la même chose, c'est que la currency extrêmement précieuse, c'est l'attention. Que si tu as de l'attention, puisque le software ne vaut rien, tu peux monétiser cette attention. Et c'est juste qu'en fait, la valeur du software n'a pas changé la capacité des boîtes technologiques à gagner de l'argent, elle a changé l'endroit où leurs marges se construisent. Et donc avant, elles dépensaient énormément en software et maintenant elles vont dépenser énormément en storyteller. Et d'ailleurs, si tu regardes sur LinkedIn, aujourd'hui le job le plus recherché du monde dans la vallée, c'est storyteller. Parce qu'en fait, ils sont tous en mode bon bah si on arrive à créer de l'attention, on arrivera à faire le produit, il y a plus d'enjeu produit. Par contre, putain, pour que qui que ce soit s'intéresse à nous et nous trouve intéressants, bah c'est devenu extrêmement dur. Donc il faut avoir des vraies idées profondes de marketing, de développement, de mécanismes. Et on va revenir à des. Et alors, moi, je suis assez content là-dessus puisque je pense que les gens de ma génération vont reprendre un truc de hype parce que tout le monde est en train de se dire mais comment ils faisaient les mecs quand il n'y avait pas de distribution pour faire connaître leurs produits?
Tu vois? Quand il suffisait parce que là, on vient de vivre 10 ans où il suffisait de poster sur les réseaux sociaux et tu décollais. Bah, maintenant, tu postes sur les réseaux sociaux, puis on te dit: «Ouais, c'est cool, merci, c'est rajoute-toi dans la liste des mecs qui attendent». Donc les marges sont en train de changer, la structure de marge est en train de changer, mais l'opportunité de faire des SaaS n'a jamais été aussi folle, en fait. Ah, j'ai vu une interview de Michael Siebel et Dalton Cadwell qui sont des anciens partenaires de Y Combinator et eux, ils faisaient le parallèle avec le monde de la musique, tu vois? Avant, il fallait avoir accès à un studio d'enregistrement, c'était hyper compliqué. Aujourd'hui, tout le monde a le logiciel sur son ordi, même tu as même Suno qui te permet de faire, des instrumentales hyper facilement. Il y a un peu plus d'artistes, mais c'est pas pour ça que tout le monde est devenu une star internationale et même, toutes choses égales par ailleurs, à qualité de son égale, c'est l'artiste qui est capable de créer un univers et une histoire au-dessus de ses chansons qui est en train de gagner aujourd'hui et c'est vrai que j'ai l'impression que le parallèle se met un peu sur le software à ce niveau-là. Quand tout le monde a les mêmes outils, OK, tu as GarageBand, tu as Suno, tu peux acheter un micro pas cher. Par contre, est-ce que tu es capable de créer une histoire et un univers au-dessus de tes créations, quoi? Et c'est vrai on a un peu plus d'artistes, aujourd'hui, mais ça reste très, 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 très dur de percer, voire c'est encore plus dur parce que justement tu as quand même un peu plus de concurrence, quoi. Ouais, C'est clair. tu peux plus jouer sur le gatekeeping, ouais. Mmh. Selon toi, Oussama, qu'est-ce qui a fait que Sofiane Pamar, il a réussi à exploser, autant? Est-ce qu'il a justement réussi à créer une dimension autour de son univers ou est-ce que, c'est purement le talent qui l'a démarqué? Non, non, Sofiane, malgré son immense talent, d'abord, chez Sofiane, le talent, c'était un prérequis obligatoire parce que le monde ne voulait pas d'un pianiste. Traditionnellement, dans le monde de la musique, le pianiste, c'est une commodité. C'est le mec à qui tu donnes un cachet parce qu'il vient jouer un morceau. Et Sofiane, il a réussi ce coup de force incroyable qui est de dire, mon piano, c'est ma voix. Donc si je fais une collab avec quelqu'un qui chante, je suis pas numéro 2. Mon morceau va parler comme celui qui chante. Et donc les deux vont avoir une place aussi importante. Et la deuxième chose que Sofiane a fait, c'est de créer un univers esthétique et une marque, un personnage, une histoire, une mythologie, Piano King. Il veut devenir le roi des pianistes. Des univers qu'il a conquis un par un. D'abord le monde du rap, puis aujourd'hui il est sorti de ce monde-là et le monde de l'art en général. Des collaborations avec des marques de luxe, un véritable effort dans l'art contemporain. Et en fait, enfin, en un mot, ce qui a fait décoller Sofiane Pamar, c'est que c'est pas Sofiane Pamar, c'est un duo. C'est en fait la rencontre entre un talent exceptionnel musical et Guillaume Héritier, qui est son manager. Et d'ailleurs, normalement, le modèle, c'est que dans le monde traditionnel, tu es à 50-50. Et eux, ils ont fait ce deal où ils ont partagé l'argent pardon, dans le monde traditionnel, tu es à 90. Le manager, il prend 10 ou peut-être 20%. Eux, dès le début, ils ont dit Guillaume sera exclusif à Sofiane et ils feront 50-50. Et donc Guillaume a vraiment été all-in, skin in the game dans la carrière de Sofiane, et il a une approche 360, c'est-à-dire qu'il a vraiment maîtrisé l'image, la presse, tout ça, et c'est une masterclass parce qu'en fait ils ont réussi à créer leur univers, leur territoire, leur business model euh, pour gagner de l'argent. Enfin, c'est vraiment pour le coup ça a été créé. J'ai eu l'immense privilège d'assister à tout ça de l'intérieur, et c'est vraiment une start-up en fait. C'est pas, et d'ailleurs c'est ce que les artistes ne comprennent pas, c'est que c'est pas on n'est pas du tout dans des sujets musicaux en fait. C'est pas on ne gagne pas dans le monde de la musique par la musique, et bientôt on ne gagnera pas dans le monde du business par le software. Mmh. JB, tu nous as dit, que tu avais réussi à remplacer, 1 000 € de dépenses de software pour EvaBoot et qu'aujourd'hui tu payes environ 70 € par mois. Parce qu'en partie vous avez build, du coup en interne, tous vos outils. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, comment vous avez mis ça en place et c'était quoi la réflexion derrière? Ça, on est toujours en train de le faire, hein, c'est pas done done.
Mais la réflexion que je me suis faite, c'est en fait, moi, à la base, j'étais plutôt un founder, marketing, business, tu vois? Sur la première boîte et là, sur la deuxième, je code beaucoup plus, tu vois? Beaucoup plus produit et en fait, je me suis rendu compte à quel point, tu vois, la maîtrise technique des outils façonne la manière dont tu vois les choses, en fait, tu vois? Et tu vois, comme tu dis, tu vois, tu as un marteau dans la main, Tu vois des tout est clous partout. tout est un clou, tu vois? Et en fait, c'est vrai que quand tu es moins fort techniquement, tu as beaucoup plus d'œillères, en fait, sur les solutions, qui sont à ta disposition. Et moi, j'ai fait pas mal, du coup, ce travail, là, d'apprendre à dev, d'aller chercher, OK, il y a quoi derrière, en fait, ce qu'on utilise, tu vois? Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, tout est base de données, puissance de calcul, modèle et fichier, tu vois? Fichier texte, code, image et cetera. Et en fait, après, tu regardes les softwares, que tu utilises. Par exemple, nous, on utilisait Intercom, tu vois, qu'on paye là, 1 000 € par mois, tu vois? Mais on se dit: «Attends, OK, c'est des conversations dans une base de données avec un modèle qui est attaché dessus, heu, c'est pas si compliqué que ça, en fait», tu vois? Et du coup, quand tu as cette vision un peu plus technique, tu es capable de supprimer, en fait, les couches d'abstraction, sur les choses que tu utilises et que tu payes, tu vois? Et nous, on a commencé du coup à remplacer, bah, notre outil de support. Du coup, on a dit à tous nos employés d'apprendre à dev, tu vois? Ils développaient pas à la base, mais tu vois, la fille qui gère le support, elle a appris à dev. Notre SEO, il a appris à dev. Pareil, on a tout notre site maintenant, c'est juste GitHub. Avant, on avait une stack WordPress, on payait un hébergeur, tu vois? On avait pour le site web, on avait une stack à, je sais pas, 600 € par mois, pareil. Et en fait, juste avec GitHub et un hébergeur que tu payes 20 balles par mois, bah, pareil, tu as ton site web, tu vois? Parce que tu arrives à décomposer, en fait, toutes les briques techniques, de ce que tu payes. En fait, qu'est-ce que tu payes ça? Moi, avant, je savais pas qu'est-ce qu'on payait réellement, tu vois? Après, je me dis: «Ah OK, en fait, on paye ça, ça, ça et ça, on peut le faire nous-mêmes» et comme tu disais, Ousse, il y a l'aspect prix. Après, à certaines échelles, 1 000 € effectivement, c'est pas énorme. C'est surtout, en fait, la flexibilité et les intégrations. Parce que maintenant, chaque entreprise doit créer son on appelle son company brain là, son cerveau et c'est vrai que le fait d'avoir, la main sur tout, de dire: «Ah bah, en fait, le support, il va y avoir un agent qui est connecté au produit». Donc quand tu envoies un message support, le mec dit: «J'ai un problème». Tu prends son email, tu vas chercher dans la base de données produit. Effectivement, il y a une ligne avec le problème, tu vois le problème, tu dis: «Ah OK, j'ai vu ton problème». Ça demande un refund, ça va se connecter à Stripe directement pour te faire ton refund. J'arrive pas à cancel mon abonnement, bah, le bot, il va le cancel à ta place et en fait, tu te rends compte qu'une fois que tout ça est connecté, bah, tu payes beaucoup moins cher et tu peux aller, comme je disais la dernière fois, sur une boîte qui est quasi autonome si tu es une boîte SaaS. Moi, la Mmh. phrase qui m'a vraiment, fait, clic, c'est «Everything is a file». C'est, il y Carpathier, a de Karpathy, tu vois? Et en fait, quand tu regardes le monde du software, c'est vrai que, bah, tout est un fichier effectivement. Tu payes des fichiers code, tu payes des fichiers images. Ce qui est le plus dur à reproduire là, c'est le modèle et quand tu as ce prisme, où tu dis: «J'ai des problèmes à résoudre et dans ma boîte à outils, j'ai un modèle, j'ai mon Claude Code et j'ai mes fichiers» et quelque part, j'ai l'impression de se forcer à n'utiliser que ces 2 briques-là pendant un temps, même si c'est inconfortable. Tu ouvres, pas mal de cases et tu vois effectivement tout ce que tu es capable de faire tout seul et là et les tools que tu payes qui sont en fait une demi-journée de Claude Code. Nous, on a aussi remplacé, enfin, on est en train de remplacer là l'email marketing. Tu vois, des outils comme Brevo, tu payes 200 balles par mois pour envoyer des emails. En fait, tu te rends compte que derrière, c'est juste un truc qui s'appelle Amazon SES qui envoie des emails et qu'en fait, ce que tu payes 200 balles, tu peux littéralement te payer 5 € pour envoyer tes emails marketing. Tu peux rendre ça beaucoup plus flexible parce que l'agent peut gérer ton email marketing. Les outils de sales outreach, tu vois? Pareil, c'est des séquences email en disant, bah, jour 1 envoie ça, jour 3 envoie ça. Tu peux totalement avoir un agent qui est capable d'envoyer des emails, un agent qui est capable d'envoyer des messages LinkedIn, des messages WhatsApp et tu payes moins cher et du coup, tu as un truc qui est aussi, dynamique, tu vois? Donc je dirais, ça vaut le coup et rien que l'effort de le faire aussi t'apprend pas mal de choses, tu vois? Oussama sur, la citation de Karpathy, «Everything is a file».
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que chaque fonction d'un business, peut être, promptée avec des instructions Claude.md et du coup, tous les process qui sont réalisés à la main pourraient être réalisés par des agents IA? Qu'est-ce que ça veut dire, fondamentalement? Alors, ce qui est marrant, c'est que cette citation, elle est sortie de son contexte. La façon dont JB l'interprète, je pense pas que c'était du tout ce que Karpathy voulait dire, mais la façon dont JB l'interprète est super bien, parce qu'en fait, c'est aussi vrai. Mais dans le cas de Karpathy, il y a un débat aujourd'hui dans le monde de l'IA, c'est est-ce que tu dois manipuler ta donnée dans le file system, c'est-à-dire au niveau le plus bas de l'ordinateur, donc littéralement enregistrer directement sur le disque dur les fichiers, ou est-ce que tu as besoin d'une abstraction qui est une base de données dans lequel tu vas stocker ta donnée. Et aujourd'hui, il y a un débat religieux incompréhensible entre les deux camps et extrêmement technique entre d'un côté les gens qui veulent des bases de données, de l'autre des gens qui veulent des file systems. Bon, moi, alors déjà, je suis pas compétent pour avoir une opinion sur le sujet et en plus, je m'en balèque. Euh, donc on va attendre de temps en enfin je vois bien où ils veulent tous en venir. C'est pas On n'a pas vraiment de rôle dans ces batailles-là et puis à la fin il y aura un gagnant et on utilisera le gagnant. Maintenant la citation qu'aurait pu inspirer JB, c'est une partenaire de YC qui alors je vais me taper la honte parce que c'est un mot en anglais que je n'arrive absolument pas à prononcer, mais elle a dit if you want to build an AI company, you need to get everything query. Putain, j'arrive pas à dire ce mot. Queryable. Queryable. Ouais. Donc c'est l'idée que 100% de ta donnée doit être ramenée à un artefact et qu'une IA puisse y accéder avec des chemins faciles. Donc tu n'as pas des emails, tu as des artefacts d'emails, tu as des métadonnées d'emails, tu as des schémas d'emails qui fait que l'IA peut se balader dans tes emails. Tu n'as pas un CRM en fait, tu as de la data CRM qui est collectée, etc. Et donc en ce moment, il y a un grand débat entre des gens qui créent des AI brain dans des bases de données et puis ceux qui font comme ce que Karpathy a créé avec son LLM Wiki, des fichiers MD dans Obsidian qui sont directement sur le disque dur et manipulables par le terminal. Encore une fois, pour le coup, moi j'utilise les deux systèmes de façon assez agnostique en fonction de ce que j'utilise et j'ai pas vraiment de. Le monde du dev est un monde de religieux, mais ça je le sais depuis que je suis enfant. Moi, quand j'étais enfant, j'utilisais Windows, Linux, Mac. Et j'aimais bien utiliser Windows pour jouer aux jeux vidéo. J'avais un Mac pour ma vie de tous les jours et Linux pour développer. Et j'arrivais à me mettre à dos les trois églises. Donc mes potes qui étaient pro Linux, ils me voyaient ouvrir Windows, ils étaient ah mon Dieu, tu vois. Puis les mecs ah mon Dieu. Bon, je sais pas. Le sentiment religieux m'a jamais vraiment touché moi, donc je sais pas pourquoi ils se prennent tellement la tête. C'est cool qu'il y ait plein de diversité, qu'il y ait plein de modèles, qu'il y ait plein d'usages, qu'il y ait plein de tests. On ferait mieux de réfléchir à qu'est-ce qui est utile à quel moment et à quel endroit, mais bon. Il faut que ces gens rigides aient raison et débattent. Et c'est surtout parce qu'ils ont beaucoup trop de temps libre, en fait. Et donc, ils essaient de l'occuper comme ça. Entre deux Mais, prompts. mais effectivement, cette architecture de créer ta boîte et de te rendre vraiment curable, moi, je passe littéralement une journée par semaine maintenant qui est sacrée, où je ne fais que ça. Je ne travaille sur aucun projet, je ne travaille que sur le tooling, les requêtes, la structuration des données, la création de mon cerveau, et surtout en fait, le but du jeu, c'est de faire 3 paris hyper importants, je pense, dans le monde de l'IA. D'abord, il faut construire les choses en pensant que les modèles vont être de plus en plus puissants. Il faut avoir cette croyance, même s'ils sont pas du tout exponentiels.
et j'espère que Yomi viendra reconnaître que j'ai eu raison là-dessus. Heu, on n'a pas du tout, du tout, du tout une exponentielle, sur le sujet, mais ils sont malgré tout de plus en plus puissants, de plus en plus optimisés, de plus en plus, le tooling, notamment un aspect tout con, hein, c'est les outils que les IA peuvent utiliser sont de mieux en mieux gérés. Les IA font de moins en moins d'erreurs, de quel outil utiliser à quel moment, et cetera. Ensuite, la deuxième sujet, c'est comment tu structures ta data, comment tu collectes ta data et Mmh. comment cette data, tu produis de l'information dessus pendant que tu dors, pour que l'IA ait un contexte d'une grande fiabilité. Ça s'appelle le context engineering et c'est vrai qu'aujourd'hui, le context engineering, c'est le sujet le plus important, de toute personne qui est un peu sérieux sur la data. C'est comment il crée son contexte, comment il gère son contexte, comment il constitue son contexte. Et la troisième chose, c'est le nettoyage. Et alors ça, c'est un truc vraiment auquel, en fait, c'est le grand paradoxe de l'IA, c'est que l'IA nous a rendus feignants, je sais pas vous, mais moi, ça m'a rendu feignant dans une dimension qui est vraiment intersidérale. C'est-à-dire que des choses que je pourrais ne pas faire en IA, bah, je les fais en IA. Et puis, et notamment, un truc à la con, c'est quand tu fais beaucoup de sessions de code, etc., tu dis toujours à l'IA, ouais, update le cloud.md, update la mémoire, update tout ça. Et puis en fait, tu driftes, tu t'en rends pas compte, mais il rajoute des erreurs, il rajoute des conneries. Toi, t'as changé dans le projet, tu t'en es pas vraiment rendu compte. Tu t'es pas vraiment posé, tu t'es pas dit, tiens, dans mon fichier CloudMD, qu'est-ce qui est encore valable, qu'est-ce qui est pas valable. Et en fait, moi, j'ai eu une crise existentielle avec 4.7, où en fait, j'avais l'impression que le modèle était complètement débile, qu'il y avait rien qui marchait, que machin. Et un gentil ingénieur m'a contacté, il m'a dit non, mais à mon avis, mon intuition, c'est qu'en fait, t'as drifté sur 4.6 et maintenant 4.7 comprend plus rien. Donc nettoie tous tes fichiers et je l'ai fait. Et en fait, en ouvrant pour la première fois tous mes fichiers CloudMD, tous mes fichiers de mémoire, en allant dans la mémoire du modèle, eh ben j'ai vu qu'il avait retenu des trucs qui n'avaient aucun sens ou des conversations qui étaient anecdotiques et il en avait fait quelque chose d'important ou une fois je lui ai demandé de faire un raccourci puis c'est devenu une règle générale. Et en fait, là, bah, tu te rends compte bah, que ton modèle, il est juste handicapé, en fait, par la poussière, par la merde. Et donc, dans cette journée, toutes les semaines, je me tape ce truc horrible qui me fait chier à un point pas possible, qui est de nettoyer et de lire à la main chaque fichier CloudMD de chaque projet, chaque truc, vraiment mettre énormément d'efforts. Et ma semaine est un bonheur depuis. Parce qu'en fait, si tu as la bonne data, les bonnes queries et les instructions sont propres, à jour, bah, tu avances tellement, tellement vite, et tu passes pas ton temps à râler sur l'IA qui fait des trucs à côté de la plaque, quoi. Mmh. C'est vrai que tu as tendance à en plus, tu as la machine de dopamine, comme on disait la dernière fois, où tu as envie d'avancer vite et cetera. Donc tu as toujours ce conflit interne entre avancer super vite sur ce que tu fais et et nettoyer ta stack et je trouve que tu as raison sur Mmh. le process, de cleaning. Typiquement, moi, pareil, là où j'ai eu un clic, c'est quand j'ai ouvert pour la première fois le fichier .claude, sur l'ordi, où là, tu vois qu'effectivement, bah, everything is a file, tu vois? C'est Mmh. juste un modèle, donc ton LLM qui est posé au-dessus de ces fichiers-là et derrière la magie, tu as juste des fichiers texte avec, tes instructions, les outils que Claude utilise et c'est vrai que passer une journée entière à lire tout ça, derrière tu comprends ce qui se passe et tu as beaucoup plus Mmh. de maîtrise et aussi tu détectes, tu sais le pourquoi, en fait, tu vois? Parce que même nous, on le fait, tu vois? Mais j'imagine que l'utilisateur moyen, il fait, tu vois? «Don't make mistake, fix this», il sait derrière, il sait absolument pas comment ça marche, quoi. Et C'est clair. c'est vrai que cet effort, il paye fois 1000. Je pense que c'est une très bonne routine, ouais. Il y a un enjeu pour, les gens qui nous écoutent, c'est, de réussir à filtrer, le signal et le bruit entre toutes les nouveautés, les updates, qu'il y a dans le monde, de l'IA. Je crois qu'il y a 50 000 outils qui sont sortis en 2025, 87 modèles. Comment est-ce Je qu'on croyais que c'était arrive même pas une expression, genre. C'est le vrai chiffre, c'est pas une expression. ouais, C'est ouais, ouais, je crois que c'est le vrai chiffre et comment est-ce que vous arrivez à mettre votre attention sur, ce qui va vraiment faire une différence pour vous? Filtrer ce qui est pas forcément utile,
Est-ce que vous avez une règle un petit peu pour suivre l'actu et réussir à vous orienter au milieu de tout le bruit qu'il y a? Je trouve que connecter au sujet d'avant, le fait de justement de savoir comment ton Claude Code fonctionne, et que pareil, tout est un fichier, te permet de voir que quand il y a, je sais pas, un OpenClaw qui sort ou un repo open source qui sort ou un outil, tu le regardes et tu fais: «Ah mais en fait ça c'est juste ça, ça et ça. Donc j'ai pas besoin de l'utiliser». Moi j'ai vu une grosse différence quand j'ai commencé à m'intéresser à la structure de Claude Code, parce que tous les trucs qui sortent, tu vois en fait que c'est pas des révolutions et que tu peux t'inspirer des principes et le faire toi-même. Donc j'ai l'impression que plus tu maîtrises les fondamentaux de la structure, de l'IA, moins tu es obligé de suivre ce qui se passe. Parce que par exemple, si tu es sur OpenClaw et après il y a un meilleur OpenClaw qui sort, tu dis: «Ah attends, je dois changer, je dois passer sur OpenClaw pour aller sur ce nouvel outil». Alors que si tu as ta stack, sur Claude Code, tu regardes OpenClaw, tu fais: «Ah c'est intéressant ce qu'ils font, je vais l'ajouter à ma stack». Après il y a un concurrent qui sort, tu fais: «Ah ça c'est intéressant, je vais aussi l'ajouter à ma stack». Suivre ce qui se passe quand tu as la maîtrise des fondamentaux est beaucoup plus simple que de jump d'outil à outil. Tu dois faire des migrations, c'est hyper chiant et en fait, les principes premiers derrière tout ce qui sort, tu peux totalement les copier, mais ça nécessite de rentrer dans la technique un peu, de se faire chier quelque temps pour comprendre, quoi. Oussama, toi, tu as un moyen Après pour de vas-y. pour monsieur donc ça, c'est un super conseil pour les gens qui ont envie d'investir dans le code et de devenir, souverain dans le code. Il y a souverain économique et souverain, infrastructure. Mais, pour monsieur, madame, tout le monde qui s'en balèque, moi j'ai un conseil tout bête, c'est déjà d'arrêter de valoriser son temps et d'arrêter de la jouer, je veux pas perdre de temps et j'ai perdu du temps, j'ai utilisé un truc, c'est pas ça la poubelle. En fait, étant donné que tout va plus vite et qu'on arrive à faire une quantité de travail incroyable, en très peu de temps, il y a pas de raison de pas aller perdre son temps sur des choses qu'on n'utilisera plus dans 3 mois et pour 3 raisons. D'abord parce qu'on apprend et on devient de plus en plus à l'aise avec tous les outils qui sortent. La deuxième chose, c'est que ça permet, de rester dans le rythme et dans la curiosité et la troisième chose, c'est que les 3 mois pendant lesquels ça a été utile nous ont donné un avantage concurrentiel et c'est vrai qu'il y a ce côté chez les gens à valoriser le fait de pas perdre leur temps, alors que perdre leur temps, finalement, en ce moment, c'est peut-être un peu leur seul rôle. Heu, je vois pas pourquoi, aujourd'hui quelqu'un passerait pas, 1/3 de son temps à tester des outils, dans sa boîte et cetera. Parce que je me demande vraiment ce qu'il fait de toute façon, parce qu'une fois que tu as le bon outil sur le bon process et cetera, ça supprime quand même beaucoup, 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 beaucoup de tâches. Donc, bah, autant être dans la hype et puis, c'est comme tout, plus on teste des choses et plus on devient bon à tester des choses et donc plus les outils moins les outils nous impressionnent par la nouveauté et j'ai l'impression qu'il y a quand même un immense, sujet de, bah, vas-y, il faut franchir le pas, faut utiliser, faut installer, faut mettre les mains dans le cambouis parce que l'IA est en stade où en fait, il va enfin, l'avantage va aux gens qui font et pas aux gens qui utilisent. Alors, comme dans toute adoption, tu as l'early majority, la late majority et puis ensuite les late boomers. La question, c'est qu'aujourd'hui, dans ce cycle, IA, on est dans l'early majority, même les early adopters, on va dire et ça donne un avantage, dont le prix et le temps qu'on passe à comprendre des outils, en fait. Donc et puis il y en a pas tant que ça qui sortent, hein. Enfin, tu as 50 000 outils, mais tu as quoi? Cette année, tu as 200 outils qui ont marqué le monde. C'est quand même pas compliqué de suivre, 20 personnes sur Twitter pour voir quels sont les 20 outils qui ont marqué le monde et il y a pas de raison que tu utilises pas les 20 outils, quoi. Ouais. Mais tu as des outils qui marquent, plus profondément que d'autres la Hein? façon qu'on travaillait, notamment, N8N, tu vois? Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé N8N pendant longtemps, qui se sont cassés les dents dessus et ça a été Pourquoi ils très se sont vite, pourquoi ils remplacé. se sont cassés les dents? Ben, parce que, N8N, tu ça a si duré tu as 12 une mois? si ouais, bien sûr, mais imaginons que, enfin, tu vois, je parle beaucoup avec des fondeurs, d'agences IA qui vont dans des business implémenter des process. Tu en avais qui avaient tout leur business sur N8N pour délivrer à leurs clients. Ils avaient leur workflow de prêt et là, dans ce cas-là, il faut tout reconstruire et même leurs clients sont exigeants sur le fait que les automatisations doivent être refaites et cetera. Donc ça peut
Après c'est un cas assez particulier, je pense que c'est pas Bah, le justement, c'est mon cas favori parce que, regarde, donc si tu regardes l'arbre des possibilités, tu es tombé dans la hype N8N ou tu pas tombé dans la hype N8N, d'accord? Donc si tu es tombé dans la hype N8N et que l'autre code sort, moi des automatisations N8N, j'en avais 60 qui tournaient. La migration entre N8N et Claude Code, ça m'a pris 3 jours. Parce que tout était fait. Donc, tu mettais ton N8N dans Claude Code, tu disais, vas-y, migre-moi tout ça, et il le faisait immédiatement. Parce que la logique était bonne, parce que le design était bon, les connecteurs étaient bons, c'était hyper simple. Tous les gens qui n'ont pas fait l'effort à l'époque d'installer N8N, etc., eh ben, ils étaient au niveau 0 quand Claude Code était là, et la barre, elle était beaucoup plus haute. Les gens, ils ont vu cette N8N. Moi, je sais, j'ai des gens qui ont pris un cours sur N8N avec moi. Après, ils m'écrivent, ils me disent, ouais, j'ai installé N8N, mais maintenant, il faut que je refasse tout, gna, 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 gna. Mais va te faire foutre, en fait. Parce que la transition entre N8N et Claude Code est beaucoup plus facile qu'entre 0. Et donc, en fait, les véritables gens qui ont compris l'intérêt de N8N, l'intérêt, c'était pas l'automatisation, c'était la réflexion business profonde sur à quoi servent les automatisations. Et si tu comprends que c'est ça, bah oui, tu jettes du travail par la fenêtre, oui, tu as passé des semaines à configurer, à connecter, à machin, et tu devrais être grateful de ne pas avoir besoin de le mettre à jour et de pouvoir faire une transition aussi facile. Et moi, je l'ai vécu comme une bonne nouvelle pendant que tout le monde était en train de pleurer. Et je pense que, on a un putain de problème de mindset, comme d'habitude sur ce genre de choses, qui est qu'on voit toujours ce qu'on perd et jamais ce qu'on gagne, et que les gens sont vraiment épuisants dans leur pessimisme, et en plus, ils sont pas rationnels parce que l'investissement N8N, le compound que ça te donne quand tu avais des bons N8N, le passage à Claude Code, il est monstrueux parce que tu avais visuellement bien fait les trucs. Et d'ailleurs, quand tu vois ces agences, elles vont installer chez des gens qui ont jamais N8N des automatisations, ils font quoi en début? Bah, ils font des diagrammes. Et oui, alors ils les font pas dans N8N, ils les font dans je sais pas quoi, workflow, je sais pas quoi, mais à la fin, le travail, c'est le même en fait. Donc il y a vraiment là-dessus, je pense, une très, 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 très mauvaise interprétation des gens par rapport au réel. Oui, quand on est dans un cycle de hype, on perd du temps sur des choses qu'on va acheter, et c'est pas une perte, c'est le process. Ça fait partie de ton métier de perdre du temps sur des choses que tu n'utiliseras plus parce qu'elles vont te nourrir, parce qu'elles vont te permettre de comprendre. Nous, dans notre studio de dessin animé, en 3 ans, là, sur la première prod qui est interminable, on a changé 5 fois de pipe. Mais chaque pipe nous a appris des choses qui ont rendu le pipe d'après bien meilleur. Mais c'est pas grave. Et alors oui, ça te ralentit, oui, tu te rends compte que tu peux faire mieux, mais de toute façon, la hype, elle va les progrès ne sont les arbres ne touchent pas le ciel, à un moment, ça tout ça va se tasser, se ralentir, et les gens qui seront en haut de la vague, c'est les gens qui auront couru. La théorie de: «Je vais attendre le moment où tout ça va être, machin», mais bien sûr, je te regarde attendre, en fait. Je te regarde te taper la montagne quand tout ça sera fini et que tu auras rien compris à aucune des étapes. Effectivement, puis c'est vrai que tu le fait les gens ont j'avais ce débat avec, mon associé récemment. L'impression que genre, pour pas changer de stack, c'est perdre la valeur qui a été créée, alors qu'effectivement la valeur, elle a été créée dans la logique, et effectivement le diagramme que tu as créé, et c'est ça la value et vraiment ce qui fait la valeur de ton business. C'est vrai une fois que tu as ça, pareil dans un fichier, tu peux le projeter, tu peux le projeter n'importe où. Que ça soit N8N, Claude Code et cetera. En plus N8N maintenant, tu peux l'exporter en un clic, tu peux clairement tu peux le copier-coller dans Claude Code et faire, OK copie 10, in code, et ouais ça en 10 minutes, tu l'as quoi. Mmh. Mais comme on C'est quoi parlait la votre semaine dernière, c'est opinion la capacité à jeter pas à la poubelle, ouais, la capacité à jeter à la poubelle ce qu'on fait et d'être fine avec ça quoi. quoi votre opinion sur, la hype qu'il y a autour des agences IA en ce moment? C'est un peu le business, trendy pour, des gens qui partent de zéro et qui veulent se lancer. Hem, à quel point, à votre avis, c'est une opportunité intéressante pour des gens qui ont pas d'expérience, business? Est-ce qu'il faut être un minimum technique pour pouvoir, avoir des résultats avec? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, vu je pense la majorité des gens sont au niveau -4, en termes de enfin entre ce qui est possible
et ce qui est fait aujourd'hui, je pense que tu as même pas besoin, d'être un monstre, enfin, tu vois? Le modèle qui est sorti il y a 2 ans, déjà, il est fine pour résoudre, 80 des problèmes, qu'ont la majorité des business, tu vois? Donc je pense qu'en vrai, aujourd'hui et il y a des gens qui ont et en fait, la réalité, c'est pas trop la maîtrise technique, c'est juste la barrière mentale. C'est qu'il y a des gens, ils le regardent, ils veulent pas passer la barrière et en fait, ils payent le prix de leur barrière mentale et de leurs propres limitations. Ils ne payent pas le prix de leurs limitations techniques, quoi. Donc c'est pour ça que, vu qu'il y aura toujours des pensées limitantes et des gens qui veulent pas faire le step, il y aura toujours, heu, il y aura toujours, de la place pour des business comme ça et je pense que quel et en vrai, en 2 semaines et c'est comme les gens qui font du contenu sur LinkedIn. En vrai, les gens tellement la flemme, tu te motives 3 semaines à apprendre un sujet, tu peux devenir influenceur de ce sujet. Ouais. Et moi, je prends mon cas sur 16 Navigator, typiquement qui est le moteur de recherche sur LinkedIn. Ouais, Robin, donc ça, c'était il y a 4 piges. Robin, il est venu me voir, il a fait: «OK, ça, c'est 16 Navigator». J'ai fait: «Ah OK, c'est quoi? Attends, je regarde». Je me suis motivé un mois et après on faisait des tutos 16 Navigator sur YouTube et c'était considéré comme les meilleurs contenus sur le sujet, tu vois? Donc en vrai, tu peux devenir un expert, ultra rapidement, je trouve. Mmh. Oussama, tu as une opinion sur ce business model ou pas? C'est je pense que c'est une bonne façon de gagner de l'argent pour des gens jeunes qui démarrent, comme toutes les agences, elles vont être infernales et impossibles à scaler et puis, les gens vont se faire de l'argent et puis ensuite certains vont scaler ça, d'autres vont faire autre chose. C'est pas une prom Franchement, c'est pas une première mauvaise marche. Je vais dire quelque chose qui va faire hurler tout le monde. Je pense que c'est une moins bonne marche que le dropshipping. Je pense que le dropshipping, c'était paradoxalement, le dropshipping, ça apprenait aux gens le marketing et que rien que le marketing. Et je pense que c'est le skill de la décennie. Mais l'agence IA, ça te permet d'apprendre la négo, le deal making, la conviction, les sales. C'est pas idiot. Je pense que pour avoir une réflexion un peu méta là-dessus, ta première boîte, tu peux l'avoir un peu comme ton université. Et il faut que tu te poses la question, pas tant quel est le business, mais qu'est-ce que tu apprends en faisant ce business autour des compétences les plus fondamentales. Et c'est vrai que si tu ramènes à une logique extrêmement fondamentale, bah, tu peux lire et écrire, communiquer, tu peux vendre, tu peux fabriquer, tu peux manager, tu peux gérer. D'ailleurs, dans ma vidéo là où avec le petit jeune là, je lui dis ça et tout le monde a dit: «Bah ouais, manager, gérer, c'est la même chose». Non, manager, c'est les humains, gérer, c'est les process. C'est ça que je voulais dire, c'est peut-être pas clair, comme ça j'ai une petite occasion de préciser la parole. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très, très forts en process et dès qu'il y a des humains involved, c'est catastrophique. Et puis il y a des gens, ils sont très forts avec les humains, mais dès qu'il s'agit de faire des tableaux, des machins, ils n'y arrivent plus. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que si tu regardes ces 5 skills fondamentaux et tu en as peut-être 5 optionnels qui sont de savoir faire des deals, comprendre le juridique, être fort en juridique, la finance et les fondements conceptuels de la finance. Mais si tu ramènes comme ça, je pense qu'il y a une sorte de matrice de 10 skills et tu pourrais regarder l'effort de regarder chaque entrepreneur sur quels skills il s'est appuyé. Et en général, les entrepreneurs, à part Elon Musk, qui est sans doute l'exemple le plus rageant pour tout le monde, mais à part Elon, la plupart des entrepreneurs, ils en ont maximum deux trois. Ils ont C'est très, très, très rare les gens qui ont vraiment, une broad range et par contre, il y a beaucoup de gens, qui sont très forts dans le monde du business comme conseillers, adjoints, machin et eux, ils peuvent être des 7 sur 10, 6 sur 10 sur des domaines très, très larges. Mais résultat, ils sont toujours en retrait par rapport à des gens qui sont fort front parce que justement, ils arrivent pas à aller à un 10 sur 10 dans un domaine. Donc il y a pas besoin de beaucoup, 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 beaucoup de skills pour, réussir. Il y a juste besoin de vraiment les maîtriser très, 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 très profondément. Il y a des gens, ils ont bâti un empire, par exemple, Howard de Starbucks, il est connu pour être juste manager et gestionnaire. C'est vraiment, le reste, il a toujours fait appel à des gens, machin, mais il est tellement fort là-dessus que ça a créé des opérations qui ensuite, bah, tu vois, quand un mec, ouvre, je sais pas combien de coffee shops dans le monde, bah, évidemment que les meilleurs storytellers du monde veulent travailler pour lui, donc même si lui, personnellement, est nul en marketing,
il va attirer les gens qui sont capables de le faire. Donc il y a d'ailleurs ce que les gens comprennent pas, c'est que souvent être très 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 fort dans un ou deux skills, ça attire aussi les autres gens forts dans un ou deux skills. Parce que les gens très forts, ils se reconnaissent entre eux. Et ils aiment bien être ensemble. Et ils aiment bien être complémentaires pour des questions aussi d'ego. Parce que tu dis, ouais, je suis super fort dans mon domaine, t'es super fort dans ton domaine, et ensemble, on est les Avengers. Alors que les mecs moyens, dans un peu tout, ce qui est le drame de l'école, hein. Le drame de l'école, c'est de faire des gens qui sont moyens dans tout. Bah, les mecs moyens dans tout, ils se sentent en danger avec tout le monde. Puisqu'ils ont l'impression que tous les autres peuvent faire ce qu'ils font. Et donc, en fait, ils ont pas cet amour des gens exceptionnels. Parce qu'ils, soit ils tombent sur un mec exceptionnel, ils se disent, ah putain, il est plus fort que moi. Et c'est déprimant parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi dans tous les domaines. Et donc, comme t'es la moyenne, tu vois, t'es un truc. Et puis, en plus, quand tu rencontres un autre mec comme toi, bah, tu le vois comme un ennemi. Parce que t'arrives pas à te dire, ensemble, on est des formes géométriques qui vont s'imbriquer. Alors que, bon, après, il y a Elon. T'es exceptionnel dans tout. Parce que c'est un truc dont on parlera assez peu sur Elon, mais son niveau de maîtrise, lui, il est hallucinant parce que le mec, c'est un communicant Trouves? exceptionnel. Bah, bien sûr. Bah, il a combien de millions de followers, frère? C'est Ouais, mais le, ça, c'est parce qu'il je sais pas s'il les aurait eus, naturellement, s'il avait pas réussi. C'est plus le succès qui lui a amené les followers non. que sa Il avait, capacité naturelle à communiquer. le mec fascine tout le monde bien avant le succès. Regarde, on savait tous enfin, c'est peut-être pas ta génération, mais moi, dans ma génération, tout le monde savait qui était Elon Musk avant même qu'il fasse Tesla. Je veux dire, en fait, le truc, c'est que sans doute, tu dis ça parce que c'est un autiste qui parle d'une façon sans doute un peu bizarre, mais sauf qu'en fait, c'est un master plan de communication d'avoir assumé son autisme. Elle est là, le génie de communication de ce type. C'est justement de n'avoir jamais été voir aucun expert en communication et d'avoir fait confiance à sa vision. Il est apparemment interstellaire en produit, développement. Moi, à chaque fois que je vois un débat en mode ouais, c'est pas un ingénieur, c'est pas machin, ça me fait rire parce que 100% des gens que je connais qui ont un jour été dans une pièce avec lui techniquement te disent c'est flippant. Euh, il a un vrai sens du design, enfin, du style, enfin, ses boîtes. Je sais pas si vous avez lu le S1 de SpaceX, là, pour l'IPO. C'est une masterclass en storytelling. C'est vraiment, c'est trop beau. Le document, il y a des photos de fusées incroyables. Alors, c'est très geek, hein, c'est très, je suis pas en train de dire qu'il est universel, mais il y arrive. Non, franchement, il est fort dans tout, en fait. C'est un master négociateur. Il négocie des deals de malade. C'est quand même le CEO qui a le mieux négocié ses rémunérations ever, hein. Il est incroyable son dernier deal là, dire: «OK, si on fait une colonie sur Mars, j'ai ce package». Genre c'est un Ouais. objectif. Mais c'est un objectif. C'est exceptionnel. Ouais. Tu vois? Et donc, ouais. Moi, j'ai trouvé que l'autre objectif de son package, qui était de mettre, je sais plus combien de data centers dans l'espace, ça faisait, j'avais vu, je crois que ça faisait l'équivalent de 1000 centrales nucléaires. Je trouve ça encore plus fou de l'idée de dire que le mec, en fait, est en train de nous dire on va devenir une civilisation de type 2, je crois, grâce à lui, quoi. Parce qu'on va harness power of sun. Donc ouais. Non, mais on pense qu'on veut de lui, de machin et tout. Le mec, c'est sûr que c'est un alien. Moi, la seule chose qui me rassure, c'est que bientôt, on va nous disclose qu'en fait, c'est un hybride ou un alien, parce que il y a un moment, tu vois, c'est trop, quoi. Il a les pupilles un peu fines, un peu, Ouais, un peu, ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai remarqué. Et pour revenir à ce que tu disais sur la complémentarité des compétences et comment ça affecte le travail. Ah, j'ai remarqué, typiquement avec Robin sur la première boîte, c'est vrai quand tu t'y connais pas et que tu assumes ta nullité sur le sujet que maîtrise ton co-founder, tu es en mode: «Bah, tu sais quoi? Fais-le parce que moi j'en ai aucune idée. Donc je te fais confiance à 100 et quelque part la lucidité et le fait de savoir que OK, je suis bon dans ça et pas le reste, aussi te force à pas avoir un avis tout le temps sur ce que font tes cofondateurs ou tes employés, tu vois?
Mmh. Et tu vois, là, j'ai Alors remarqué sur la deuxième boîte, avec, nos cofondateurs où on a un peu plus les mêmes skills et au début, on était un peu en mode: «Ah non, mais attends» et tout et ce travail a dû être plus, conscient de dire: «Non mais OK, c'est toi qui fais ça, c'est moi qui fais ça». Parce qu'il y avait pas ce truc naturel de: «Non, en fait, toi, tu es expert là-dedans, là-dedans, toi, tu es expert là-dedans, là-dedans, on est un fit, très clair. De toute façon, je peux même pas donner mon avis parce que je comprends rien. Donc chacun sa merde, chacun fait sa mission et ça avance très bien comme ça». Alors qu'effectivement, quand tu te considères un peu expert dans tout, tu vas débattre sur: «Non, mais attends, la couleur de l'UX, machin» et tu vas perdre, énormément de temps et c'est vrai que la confiance et moi, quand je me suis associé avec, Benjamin là, je me suis dit: «Ce qui est important, c'est le fait quelqu'un qui sait dire: "Je sais pas" et "Ouais, tu as peut-être raison" ou "Viens, on change d'avis rapidement"». C'est quand même les 2 compétences principales pour moi dans une association, parce que sinon ça devient vite un enfer et tu perds énormément de temps sur des débats un peu à la con, quoi. Tu t'es toujours associé, JB, pour lancer des boîtes? Ouais, je t'avoue, je conçois pas moi le c'est tellement dur émotionnellement, que je conçois pas de le faire tout seul et dans le mal, mais aussi dans la joie, hein, parce que célébrer tout seul, c'est nul en vrai. Moi, j'ai besoin de célébrer avec des gens et genre si je gagne tout seul, ouais, tu pas ça gagné, dure 2 secondes, tu vois? Quand tu célèbres avec quelqu'un, c'est beaucoup mieux, tu vois? Donc on parle souvent des downs, de ouais, quand c'est difficile, tu es plusieurs, mais réussir tout seul, c'est hyper isolant, hein. Parce que tu te crées une réalité en fait, et je pense que tous les gens qui ont un peu réussi, qui viennent pas forcément d'un milieu, tu vois? Heu, à la base hyper riches, ils l'ont vécu, c'est que ça crée quand même une séparation entre la réalité que tu vis toi et la réalité des autres et si tu as pas quelqu'un en plus qui t'accompagne dans cette, transhumance un petit peu, où tu peux en parler et cetera, c'est quand même, c'est plus difficile. Où là, tu dois trouver d'autres founders qui sont peut-être pas forcément pas à la boîte avec toi, mais en mode connecté avec des gens qui vivent la même chose parce que sinon tu te sens un peu seul, quoi. Donc je dirais que même, tu vois, même sans compétences techniques, juste avoir tu prends un founder soutien émotionnel, c'est suffisant, quoi, tu vois? Mmh. Je suis Et assez vous? d'accord, j'avais jamais, vu les choses comme ça et c'est vrai que moi, n'ayant jamais eu de co-founder ou d'associé sur des business, le fait d'avoir réussi seul, dans mon coin, c'est vrai que ça bah, j'ai pas eu ce truc en fait de célébrer avec quelqu'un Mmh. et je pense que si à un certain moment j'avais eu un co-founder, hem, peut-être que ça m'aurait motivé encore plus, et ça m'aurait gardé dans la dynamique encore plus, et j'aurais moins eu ce truc comme tu dis de me séparer, d'avoir une distance qui se crée entre, les gens qui sont proches de moi et notamment ma famille et le niveau de réussite que j'ai eu. Je sais pas si tu l'as vécu toi, Ous, ou pas? Ouais, moi, c'est pour ça que j'ai jamais été seul, enfin, moi, de toute façon, je sais rien faire seul, donc j'ai pas de j'arrive même pas, si je suis seul à la maison, je mange pas, alors, ça Voilà, me ferait peut-être d'ailleurs du bien d'être un peu plus seul, je sais pas, mais ouais, non, je comprends pas. J'ai après en plus on me dit: «Oui, vu que ça s'est mal passé avec certains associés, tu es traumatisé». Pas du tout. Alors, je veux dire, ça s'est aussi mal passé avec certaines de mes ex et je suis pas traumatisé, hein. J'aime toujours autant les femmes, je vois pas pourquoi j'aimerais pas toujours autant les associés, quoi. Puis en plus, ces histoires de humaines où tu te comprends pas et tout, moi j'ai un peu fait le deuil de tout ça. Il y a un moment, c'est aussi la vie, en fait, quand tu lis l'histoire, bah, les gens ils se fightent. Surtout quand en fait, j'ai l'impression qu'on nous vend un peu une histoire de zénitude où, genre il faut être détaché, machin. Bah ouais, mais frère, dans ce cas-là, tu fais rien dans ta vie, donc les gens qui font des trucs, ils sont intenses, ils font des erreurs, ils font des conneries. Des fois, ils sont pas dans le même alignement de leur perception des choses et puis, c'est tout, quoi. Enfin, et donc des fois, ça donne des conflits, tu romps avec les gens, tu les revois plus, tu leur parles plus, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique là-dedans, en fait? Enfin,
Je suis pas du tout, je suis pas le truc. Après bon, il y en a qui te cassent les couilles pendant 6 ans et qui arrivent pas à passer à autre chose. Bon, ça, c'est 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 pas, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Les tout le monde a ses ennemis et puis ce qui compte, c'est de continuer à avancer, de faire des choses, machin. C'est pas c'est j'ai l'impression que les gens projettent quand même beaucoup leur propre peur sur tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui est terrible dans tout ça, c'est que tant que tu l'as pas vécu, tu ne connais pas l'impact réel de ça. Mais quand tu l'as vécu, tu connais l'impact réel et ça te rend même, hyper frivole là-dessus parce que tu te dis: «Bon». C'est comme les mauvais articles dans la presse. Quand tu ton premier, c'est la fin du monde, puis au 10e, tu rigoles, tu dis: «Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise?» Et en fait, si tu regardes, on n'a pas le même rapport à ça que dans des mondes où c'est plus courant. Quel entrepreneur américain ne se fait pas défoncer dans la presse? Nous, on se fait défoncer dans la presse, tout le monde est en mode: «Ah mon Dieu, ah oui, ah la réputation», je sais pas quoi. Aux États-Unis, Peter Thiel, vous avez déjà vu les articles qui sont écrits sur lui? On dirait que c'est l'antéchrist lui-même. Donc, je veux dire, qu'est-ce que Peter Thiel lit sur lui-même, machin. Pareil pour Sam Altman en ce moment, le pauvre. Moi, ils ont réussi à me rendre empathique avec lui, quoi. Ah Alors pareil. que, Je commence à dire: «Oh le pauvre», alors qu'en vrai, ouais, mérite rien, mais non, mais j'en sais rien s'il mérite ouais. ou pas, mais en tout cas, tu vois, j'en suis à me dire bon, maintenant je le défends tout le temps. Avant, j'étais assez dur et tout, je trouvais que bon, mais maintenant je le défends tout le temps. Je me dis ouais. Les Moldus qui sont là à nous expliquer. Le mec nous a offert la révolution IA, quand même. Point. Bon, bah, ça va. On dit merci. Tu Ce tu que je dis aux gens quand ils me parlent de The Family, des fois, je fais: «Il y aurait dû y avoir beaucoup plus de scandales qui ont fait l'actualité depuis que c'est arrivé». Ça veut dire que ça en fait, qu'on parle encore de The Family aujourd'hui, ça témoigne du désert entrepreneurial parce que, comme tu dis, aux États-Unis, il y a un procès, par semaine et c'est quelque part le signal d'un écosystème qui vit, tu vois? mmh. Et Ouais, nous, le c'est fait vrai. qu'on parle encore de ça, c'est terrible, tu vois? Il aurait dû y 6 ans. avoir, beaucoup plus de trucs qui sont passés depuis, quoi. 6 ans en C'est stéréo. c'est c'est D'ailleurs dingue, d'ailleurs hein. d'ailleurs, cette semaine, j'ai eu le droit à une petite vidéo, de Olivier Roland, heu, qui, heu qui est venu, m'accuser de lui avoir volé 44 000 €. Alors, on pourra mettre le lien, hein. J'ai fait une réponse, hyper détaillée, à Olivier. Olivier, d'ailleurs, à la fin de la vidéo, m'a invité, gentiment à venir, faire une confrontation avec lui. Avec plaisir, Olivier. On est en train de négocier le moment. Je pense que j'ai ma nouvelle Léa Lejeune. Heu, En fait, il y a un moment, cette histoire, The Family, elle me gonfle parce que ça fait 6 ans, en fait, que les gens sont bloqués là-dessus. Le judiciaire a mené nulle part. Eux, ils sont là à tourner en rond. Ils font pas de deal, ils travaillent pas. Personne n'a l'air de trouver ça scandaleux. Ils se payent des salaires pour faire des procès. Personne n'a l'air de trouver ça scandaleux. Puis de toute façon, en fait, j'en ai marre. Je vais pas répéter ce que je répète à chaque fois. Donc maintenant, les gens, ils ont ma version, ils ont leur version. Ils se font un avis. Ils veulent penser que je suis un escroc. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ils veulent penser que je suis un mec bien. J'en ai encore rien à foutre. Parce que ça, c'est le truc, hein, que j'aimerais dire un peu à tous les fans. Les gens qui m'envoient des messages de soutien, je le vis à peu près pareil que les gens qui m'envoient des messages d'insultes. Je me dis, mais qu'est-ce que vous en savez, en fait? Vous êtes qui pour savoir cette affaire qui de toute façon, le dossier The Family et cette affaire, grâce à mes anciens associés, c'est 17 000 pages. 17 000 pages. Dans ma Dropbox, là, j'ai 17 000 pages de documents. J'ai fait un rag dessus. J'ai dû faire un rag pour moi-même me retrouver dedans. Et il faudrait que les gens viennent et me disent: «Ah, je suis avec toi, je suis pas avec toi». Mais d'abord, ça vous regarde pas. Le fait qu'on en ait fait une affaire publique, moi, je pense que c'est une erreur, mais bon, ça, c'est ce qu'ils ont voulu. Et de toute façon, spoiler alert, le jeu, il est d'une simplicité biblique. Dans les 5 à 10 ans qui viennent, soit l'un de nous gagne parce que il devient milliardaire, il fait quelque chose, et cetera, et il écrasera l'autre camp. Parce qu'un monde dans lequel je gagne 100 millions d'euros, c'est un monde dans lequel tous ces mecs m'ont critiqué, tous les gens qui ont dit ma réputation, machin et tout, ils reviendront tous comme des petits dire: «Non, mais vraiment, j'ai toujours cru en toi». Et si je rate et si je fais rien, et cetera, et ben ils diront: «Ah!»
Je l'ai toujours su. Et en fait, de toute façon, dans la vie, tout le monde sait que le vrai jeu, il se passe pas avec ces gens-là. Il se passe simplement avec le fait que tu gagnes ou que tu gagnes pas dans le business en fait. Et la vraie méritocratie, c'est le business, c'est pas la peine de raconter. Donc, soit les startups que je lance actuellement, bah, elles font des milliards. Et dans ce cas-là, le problème sera un non-problème. Soit bah, elles le font pas des milliards et tout le monde s'en battra les couilles de Oussama Hamar en fait. Et en attendant, je suis un personnage sur lequel les gens aiment discuter, débattre et tout, parce qu'il y a rien. Il y a rien. Alors heureusement, là, il y a j'ai dit Briavel. Brivael, heureusement, il y a Brivael qui vient et qui est en train de prendre un peu de ma haine sur lui. Moi, je suis assez content. Je me dis enfin. Et, Ouais, y a pas euh, de et voilà. Bah, tu sais, sur Twitter, c'est l'obsession, c'est la nouvelle obsession des mecs qui tournent en boucle à commenter la vie plutôt que vivre. C'est-à-dire qu'ils sont là, ouais, c'est de l'IA, machin, enfin, c'est plein de débats. Mais encore une fois, pour lui, c'est la même chose, c'est pas important. Que les gens l'aiment ou que l'aiment pas, à la fin, ce qui va compter, c'est ce qu'il va faire avec Argile. Hein. Je veux dire, c'est ce qui est formidable dans la vie, hein. C'est qu'à la fin, ça peut être. Je pense que mes 5 dernières années ont été extrêmement difficiles en termes de business. Je vais pas mentir, j'ai énormément souffert. Je veux dire, des vidéos comme Olivier Roland qui vient, machin, 6 ans après, machin, tu repars dans des cycles, des machins. Forcément, ça réduit la confiance. Les clients, ils ont peur. Moi, il y a un mec qui fait Scale With Vous, il m'a envoyé un message pour me dire que c'était la meilleure formation qu'il a vécue de sa vie, je sais pas quoi. Il a impacté son business et tout. Et 2 semaines après, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, je viens de voir la vidéo d'Olivier Roland, j'aimerais me faire rembourser, je veux pas soutenir un voleur. Je dis, mais nique ta mère, en fait. De quoi tu me parles? Je ne veux même pas. En fait, ne me parle pas. Ne me parle pas. C'est pas grave. Si tu veux ton remboursement, attaque-moi en justice. Maintenant, je suis rodé. Donc, en fait, la vérité, c'est que ça a beau être dur, ça te donne des muscles qui te changent. Je veux dire, maintenant, je sais des choses sur les procédures, sur les conflits potentiels entre associés, les machins. En fait, c'est un MBA exceptionnel que j'ai vécu sur les 5 dernières années. Maintenant, soit j'en fais quelque chose de très positif, et je sais pas si je vais y arriver, soit j'en fais quelque chose de très négatif et c'est pas grave. Mais encore une fois, c'est pour ça que si qui que ce soit a une crise, si qui que ce soit est dans un moment où des gens viennent de dire tuer sa réputation, etc., il y a une seule chose à faire, c'est continuer. Regardez le poste de Carlos Ghosn, ils l'ont mis sous terre. C'est le mec qui a rapporté le plus d'argent à l'histoire française dans une boîte publique. Et on en a fait quoi pour une affaire d'un anniversaire à Versailles? Mais c'est quoi ce pays, en fait? On est dans un pays où un mec peut faire gagner des milliards à un État et on vient dire, ah, oui, là, attention, là, les 3 millions qui ont été dépensés, ils ont pas été bien dépensés, etc. Bah ouais, bah en même temps, les mecs qui font des anniversaires avec 10 millions, c'est en général les mecs qui font gagner des milliards. Les petits mecs qui comptent les crayons, bah ils font pas gagner des milliards. Bah, voilà, tu sais ce que tu veux en fait. Et c'est vrai que les États-Unis sont un peu plus à l'aise avec ça, la France l'est pas. Bon, maintenant je suis dans une nouvelle géographie, c'est pas grave. C'est, moi, je me pose une question. il excuse-moi, je finis juste là-dessus. Si vous êtes dans une crise, etc., regardez les gens qui ont survécu aux crises, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils n'ont pas arrêté en fait. Ils ont juste continué. Toutes les crises finissent par passer. Moi, je me pose une question quand même parce que c'est, certes, tu as la faculté mentale de pas te laisser impacter par tout ça, et de quand même continuer et cetera. Mais, est-ce que tu te dis des fois, si les choses auraient pu se passer différemment, ça aurait été mieux? Est-ce que tu as des regrets ou, Bah, si ma tante avait des roues, ce serait une bicyclette, ouais. Mmh. Je veux dire, ta tante avait des roues? ouais, C'est de la si blague ma de tante l'italien, ça. c'est une façon polie de dire si ma tante avait des couilles, ce serait un homme. Je te la refais version moins polie. Mais en fait, je c'est des questions qui n'ont aucun intérêt. Aucun. Tu ne peux pas changer le passé, quoi que tu fait. Et de toute façon, tu décides qui tu es, quoi. Tu décides, quel type d'homme tu es, quoi. Donc moi, je décide d'être, qui je suis aujourd'hui et quoi que j'ai fait avant, je trouve que ça compte pas, en fait.
tu m'avais dit une phrase, Ous, ça m'avait pareil fait shifter un peu, tu m'avais dit on parlait des procès d'Elon Musk et tu m'avais dit: «Ouais, dans la vie, il y a pas de justice, il y a que des rapports de force». Tu vois? Ouais, bien sûr. Ça avait bien switché, et c'est vrai que je trouve ton discours, tu vois, pour les gens qui sont dans cette situation-là, tu dis: «Bah, juste, la solution, sois plus fort, en fait. Sois plus fort, blinde-toi, tout droit et il y a pas 36 000 choses à faire, Et des livres, et tes des livres. livres, gagne de Il y a un l'argent. Si tu moment as de l'argent, tu pourras payer des avocats, tu pourras, rembourser instant tous les gens qui veulent, remboursement si tu es assez riche. Tu dis: «Bah, mmh, tu sais quoi? Tu veux ton argent? Vas-y, bah, prends-le, j'en ai assez», tu vois? ouais, Ça te donne un ouais, l'argent, le pouvoir, ça te donne, au-delà d'attaquer, ça te permet de te défendre contre toutes ces conneries et de garder, de préserver exactement, ta paix mentale, quoi. Mmh. exactement. Ouais. C'est une affaire qui est très compliquée, je pense et c'est une affaire très Mais compliquée. elle est hyper simple, cette affaire, faut arrêter. Je vais te la résumer en 3 Non, moi minutes, j'ai hein. un peu d'empathie, enfin moi j'ai de l'empathie, pour les j'ai beaucoup d'empathie pour toi parce que je vois à quel point c'est difficile, mais j'ai aussi de l'empathie pour, les personnes en face qui, elles, ont sûrement l'impression d'être lésées aussi, tu vois? Olivier Roland, dans sa tête, il est sûrement convaincu Mais pas du tout. que tu qu'il s'est fait arnaquer et Alors attends, donc Olivier bah, je peux Roland, comprendre. s'il est si non, mais si Olivier Roland, c'était une victime, il ferait pas une vidéo 6 ans après pour faire des vues, pour monter son business. Enfin, mec, viens pas, il y a un moment, s'il se sentait lésé, il attaquerait en justice The Family. Je veux dire, il a un contrat avec The Family, il a pas un contrat avec Oussama Hamar. Ça sert à ça, une personne morale. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Et de toute façon, personne n'a attaqué en justice The Family. C'est bien la preuve que les mecs, ils sont dans une politique personnelle. Donc Olivier Roland, il a beau avoir l'impression de s'être fait arnaquer, pas fait être arnaqué, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la responsabilité contractuelle et la réalité du contrat, c'est que moi, j'ai une affaire avec The Family, lui, il a une affaire avec The Family. Aujourd'hui, The Family a dépensé 10 fois plus d'argent pour m'attaquer que pour le rembourser. Ils ont la trésorerie pour le rembourser. Ils ont une responsabilité envers les gens. Ils étaient dirigeants, ils ont signé et ils ne prennent aucune de ces responsabilités et personne ne vient leur demander de prendre ces responsabilités. Donc non, et moi franchement, on n'arrête pas de dire que cette affaire elle est compliquée, elle est hyper simple. La question c'est qui paye les actionnaires? Moi, je dis que ces actionnaires doivent être payés par The Family. The Family dit il faut qu'ils soient payés par Oussama, parce qu'en fait, Oussama, c'est le diable, il a rien fait, il a très aujourd'hui, ils en sont à dire qu'en fait, The Family, c'est grâce à eux et que moi, j'étais juste un guignol de discrimination positive. Bah, écoute, si tu veux croire cette histoire, bah, tu la crois. Mais l'affaire, elle est très, très simple et la complexité de l'affaire, c'est que comme ils n'arrivent pas à prouver que c'est à moi de payer, bah, ils ont besoin de créer énormément de bruit à côté, énormément de faits, de machins, de trucs pour aller chercher une responsabilité et se sortir, eux, de cette responsabilité. Mais je le dis à tous les gens qui sont dirigeants d'une entreprise, il faut savoir quelque chose de très, très, très simple. C'est que quand vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous pouvez pas dire que les actions d'un autre dirigeant ne sont pas de votre fait et ne sont pas de votre connaissance. C'est comme ça, c'est la vie. Quand on est dirigeant, on est responsable, qu'on sache ou qu'on sache pas, qu'on est machin. Et le fait que personne ne vient les mettre face à leurs responsabilités concernant leurs responsabilités dans cette affaire, bah, ça montre. Et s'ils s'étaient sentis responsables dans l'affaire, ils auraient remboursé tout le monde avec un accord confidentiel comme on fait dans le business. On a fait 76 SPV qui ont marché, il y en a 2 qui ont pas marché. Bon, bah, on les paye, on passe à autre chose. Mais le but du jeu, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est la destruction personnelle de la réputation. Je veux dire, ils ont été chercher une folle, furieuse pour venir me faire chier et avoir un article dans Le Monde. Ils ont plus de limites. D'ailleurs, cette folle, maintenant, elle m'envoie des screenshots de leurs conversations avec eux. Donc c'est enfin, en fait, on atteint, ce qu'on ne veut pas comprendre, c'est que dans le monde du business, les gens sont beaucoup plus irrationnels que rationnels. Quand on est rationnel, il y a toujours une solution au moindre conflit, qu'on se sente lésé ou pas lésé. Parce que quand on se sent lésé, on peut trouver un accord. On peut dire: «Bon OK, on s'assoit autour de la table». Olivier, il aurait pu m'appeler, me dire: «Bah, voilà, j'ai envie de faire cette vidéo sur toi. J'ai perdu 44 000 €. Viens, on trouve un accord, je fais pas la vidéo parce que machin». Mais non, il préfère aller faire les vues, il préfère faire la victime, il préfère faire le héros, il préfère faire croire qu'il a une moralité. Mais le problème, c'est qu'il rentre dans un jeu dont il a pas conscience. Moi, depuis qu'il a sorti cette vidéo, il y a 20 personnes qui m'ont écrit en m'expliquant comment ils se sont fait arnaquer par lui. Et en fait, les gens, c'est des oufs, ils se rendent pas compte de ce que c'est une guerre. C'est comme quand, dans un conflit géopolitique, tu cherches qui est responsable, qui est pas responsable, machin. Non, à la fin, il y a que
du sang, il y a que des coups, il y a que des machins et encore une fois, dans toute cette affaire, ils ont quand même vachement de chance que je sois du côté restreint de la force. Ils ont vachement de chance que j'ai autre chose à foutre, que je m'en fous, que je préfère faire des boîtes et créer de la valeur que de venir faire le petit, rageux qui vient chercher de l'énergie et en fait, esprit victimaire, c'est quelque chose que les gens adorent. Ils adorent se présenter comme des victimes, mais quand on est payé 20 000 € par mois pour diriger un fonds d'investissement, on n'est pas une victime. On est soit incompétent, soit ce qu'ils disent est vrai et c'est des gros incompétents, soit ce qu'ils disent est faux et c'est des gros manipulateurs de storytelling. Quand Alice va dans le monde et dit que j'ai dirigé une agence d'escorte, en secret, bah, tu vois, c'est de la rage personnelle. Tu vas pas me dire que c'est du business d'aller faire des trucs comme ça et l'irrationalité, l'émotion, la haine personnelle, l'incapacité à passer à autre chose, c'est une caractéristique extrêmement humaine et c'est comme ça que les royaumes tombent, les empires sombrent. Il y a une affaire en France dont personne parle en ce moment, mais je dirais pas le nom de la boîte, mais les gens pourront chercher. Il y a un mec qui s'est fait mettre en liquidation parce qu'il a trompé sa femme. On prend une situation et il a une boîte, sa femme est la CFO de la boîte. Bon, il a une affaire avec la secrétaire. C'est très humain d'avoir des affaires avec la secrétaire. La femme voit ça, tu sais ce qu'elle fait? Elle met la boîte en liquidation, alors que la boîte va très bien. Sauf que la déclaration de liquidation coupe tous les prêts bancaires de la boîte, immédiatement. C'est comme ça. Quand t'es mis en demande de liquidation, tu coupes les prêts. Résultat, il se passe quoi? Bah, la boîte est réellement en liquidation. Parce qu'elle a plus de trésor. Et le mec a sa boîte entière avec des milliers de salariés dans des domaines stratégiques pour la France qui passent par la fenêtre parce que il a trompé sa femme. Et les gens veulent me faire croire que les humains sont rationnels. Les humains, c'est des oufs. Les gens sont fous. Émotionnellement, ils sont capables de faire des dingueries. On a quelqu'un là qui est en train de détruire la vie de salariés, de gens, des fournisseurs, créer des emmerdes, mobilise un tribunal. Tout ça parce que elle a son petit ego qui est heurté parce que son mari l'a trompée. Et des histoires comme ça dans le business, il y en a tellement. Vous voulez me dire que l'histoire entre Sam Altman et Elon Musk, c'est autre chose qu'une affaire d'ego? Je c'est combien il a coûté à Elon Musk le procès là contre Sam Altman? 200 000 000? 300 000 000? 400 000 000? Je veux dire, j'en ai aucune idée, mais je suis sûr que c'est de cet ordre-là de fees. C'est pas, tout le monde aurait pu lui dire que le procès, il allait le perdre dès le début, mais il voulait juste l'emmerder et il veut l'emmerder parce que c'est personnel. Et c'est la réalité de l'humanité, c'est que les affaires deviennent vite personnelles, on se crée des ennemis, on se crée de la rage, et cette rage, elle s'exprime d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, c'est pour ça que la diplomatie, c'est un sujet tellement compliqué. Je veux dire, quand tu veux que les gens arrêtent de se battre, bah, il faut les amener à un point de forgive et forget, et c'est hyper dur de les amener à un point de forgive et de forget. Et tu dirais qu'il y a un moyen de je sais pas, je pense aux gens par exemple qui veulent s'associer ou dans le recrutement, des signaux faibles qui permettent de voir un peu les gens qui sont capables de faire des dingueries comme ça? Ou alors c'est vraiment, pas de chat, faut savoir, gérer quand ça te tombe dessus, quoi? Non, je sais pas, je sais pas. J'aimerais bien savoir si je savais, putain, je me protégerais, quoi. Ouais, Mais je me bon, pose la question, C'est quoi une issue et une solution à tout ça, du coup, tu penses? bah, soit je deviens milliardaire et je les tue, soit ils arrivent à me tuer d'une façon ou d'une autre, hein. Je veux dire, il y a aucune autre issue, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est fun d'avoir ce genre de étant, je pense, naturellement feignant, le plus beau cadeau qu'ils m'ont donné, c'est d'être, extrêmement discipliné et déter pour gagner des sommes infinies pour mon comeback. Donc merci d'ailleurs pour ce cadeau, je suis assez grateful et le deuxième cadeau qu'ils m'ont donné, c'est que comme ils m'ont vraiment rendu toxique et radioactif, ils m'ont sorti beaucoup de gens à qui je savais pas dire non. Parce que ça, c'est un des grands problèmes de ma vie, c'est que je suis quand même un mec assez cool qui ouvre sa porte assez facilement et donc ils m'ont appris tu vois, ça a été un bal les masques. Le nombre de gens qui je pensais étaient mes potes et en fait sont des connards, je veux dire, c'est quand même un sacré cadeau, tu vois. Donc maintenant, les dés sont lancés, on reviendra pas en arrière tant qu'on n'arrivera pas à la fin, quoi.
Bon, on clôt la parenthèse. Hem, il y avait Pour non un plomber l'ambiance. Donc non, mais c'est gagner de donc l'argent, protégez-vous, voilà. Ouais, exactement. Ouais. moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un débat public sur ça et que vous puissiez communiquer parce que, par intermittence et par, c'est quand même compliqué, Mais il y aura l'idéal, je pense aucun que ce serait débat d'avoir une mais confrontation, Les gens mais devraient s'en foutre en Antoine, vrai. Ouais. pourquoi ça te concerne? Oui, ah mais c'est moi, vrai. ça me concerne Déjà, pas, c'est juste je pense que ça a je veux créé dire, plus que ça détruit mais plus que pourquoi ça. ça concerne la seule chose qui rendrait service là-dedans, c'est que les gens s'en foutent et les gens ne s'en foutent pas. C'est tout. On disait la hype et l'attention. Je poste un post LinkedIn sur un sujet hyper intelligent, profond d'IA, je fais 20 000 vues. Je poste une connerie sur The Family, je fais 500 000 vues. Voilà. Mmh. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et tout le Bah, monde le ça, sait, hein. Je non, veux tu vas dire, pas pouvoir sur humaine. bah bien C'est sûr. depuis Mais c'est pour ça que toujours je te que les dis gens aiment le que drama. c'est pour ça que c'est pas un débat. Aucun débat ne clôturera ça. Je veux dire, d'ailleurs, si Alice et Nicolas veulent un débat, moi je suis hyper ouvert, hein. Franchement, j'aimerais trop les avoir en face de moi et de les confronter, hein. Tu irais pas Mais faire comme Yomi, les ils trucs où viendront pas. tu te mets sur une chaise et il y a plein de gens autour et ils viennent à ta table et genre ils enquêtent comme ça là. Yomi il avait Mais fait si, ça, c'est marrant, ouais. mais avec plaisir. Ouais. En vrai, faudrait qu'on organise ça, ça serait top, hein. Ce serait marrant. Sans permission et sans baffe. Dans l'actu, il y a aussi le pape qui, qui a Ah ouais, sorti putain. un document, pour, prévenir des dangers de l'IA. Selon lui, l'IA doit être désarmée, il veut donner une priorité à la dignité humaine, il critique la concentration du pouvoir chez quelques entreprises tech et il appelle à une régulation robuste. Alors il y a eu beaucoup de réactions suite à cet article. Hem, est-ce que vous l'avez vu passer? Vous étiez au courant de cette actu ou pas? Non, moi je croyais que tu allais parler du cofondateur d'entreprise qui a parlé au Vatican, mais C'est un peu connecté, ouais. ah, c'est un peu connecté, OK. Ouais, pour moi, il fait son job, hein. C'est le pape, il doit écrire enfin, il fait son job de pape, quoi. Il doit dire que c'est mauvais parce que si c'est mauvais et qu'il l'a pas dit, bah, on dira: «Qu'est-ce que tu as foutu?» tu vois? Donc il fait son job, il dit, «C'est mal, faites attention», ça fait partie de ses tâches, tu vois? Je pense que c'est normal qu'il dise ça en vrai, tu vois? Mmh. Et l'autre truc, Moi, c'est j'ai que c'est le focus sur les entreprises, tu vois? Enfin, c'est toujours les États qui ont tué et dominé les peuples à travers les États, c'est jamais les entreprises, donc je trouve qu'il faut plutôt se méfier des États que des entreprises, à ce niveau-là. Moi, j'étais assez surpris. J'avais fait un test, il y avait une trend sur TikTok il y a quelque temps où, avec un prompt assez simple envoyé à ChatGPT où il devait répondre avec un seul mot, tu pouvais lui poser des questions et c'était vraiment un prompt assez général donc l'IA était pas orientée dans une direction ou une autre. Mais au fur et à mesure de la conversation, l'IA commence à lâcher des dingueries et pas mal de références bibliques notamment, liées à l'Apocalypse, au contrôle, à l'espionnage, et donc je me demande si fondamentalement, il n'y a pas aussi, une dimension spirituelle liée à l'arrivée de l'IA dans nos vies et Peter Thiel mettait, vachement, en avant, l'arrivée de l'antéchrist, mais pour une autre manière et une autre raison. Il disait que justement toutes les personnes qui empêchaient le progrès de l'IA et qui cherchaient à le centraliser ou à le contrôler, d'une certaine manière, étaient en quelque sorte, l'avènement de l'antéchrist parce qu'il voulait contrôler, d'une certaine manière le progrès et donc voilà, mais je me demande s'il y a pas un danger spirituel, avec l'arrivée de l'IA. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça ou pas? Ça fait des vues, hein, je pense, hein. Il y a un amour de l'humanité pour les scénarios catastrophes, comme s'il y avait un espèce de fantasme de tout recommencer à zéro. Enfin, je sais pas, la dernière fois, c'est quoi? C'est 2012, En fait, les gens, ils veulent la fin du monde au fond d'eux. J'ai l'impression, il y a une espèce de fantasme de on veut rebâtir une utopie de zéro. Et dès qu'il y a un truc comme ça, c'est presque une opportunité de le faire, tu vois? Donc, Mmh. c'est à chaque fois, il y a des fantasmes, à chaque fois, il se passe rien du tout, je trouve que Ouais, je pense qu'il se passera rien. ça fait des vues pendant un mois, on va pas en parler, puis voilà. Franchement, moi, je suis un utilisateur intense d'Anthropique et je les remercie vraiment pour leur travail, mais alors leur communication, après, je me dis: «Ils ont besoin de lever des fonds, donc ils jouent leur rôle», mais n'importe quoi. Là, le Moi, je l'ai pas discours vu qu'il a passer. fait
Le C'est quoi le discours contexte? qu'il a fait devant il a été, faire un discours au Vatican où il dit qu'ils sont perturbés de voir apparaître, des émotions et de la conscience dans leur modèle IA. Ouais, et ta sœur, elle a vu des émotions, enfin, ils ont envoyé leur IA chez un petit mais en fait, ce qui est vraiment chiant là-dedans, c'est quand tu connais les ficelles du métier, tu dis: «Ah, vas-y, là, tu et puis les gens, ils adorent. Les gens, ils adorent, donc ça marche, ça crée de l'attention, ça crée des trucs, ça crée des fonds, ça lève des fonds. Je parlais cette semaine avec un très, très, très gros porteur, d'Action Anthropique qui me dit: «Oui, c'est la boîte qui restera quand toutes les boîtes auront disparu et tout». Et dans ma tête, j'étais mort de rire. Je me suis dit: «Ah toi, j'espère vraiment pour toi qu'ils vont réussir à monter leur revenu entreprise». C'est-à-dire que le mec, il investit parce qu'il croit qu'il est en train d'investir dans la prochaine civilisation, alors que la seule chance de retour sur investissement, c'est que la boîte arrive vraiment à monter en termes de capacité technique et énergétique pour pouvoir livrer le nombre d'entreprises qu'elle a besoin de livrer pour justifier sa valo. Sinon, ça va très, très mal se passer son investissement et c'est le décalage entre, la propension des gens à croire ces histoires et si, Anthropic venait et disait: «Voilà, on est une boîte B2B, on prend de l'argent aux entreprises, notre but, c'est de capter, 4-5 de leur chiffre d'affaires dans notre infra IA et notre plus gros problème, c'est de construire des data centers qui sont, énergétiquement efficients». Ils lèvent pas 65 milliards à 930 milliards de valo, hein. Tout le monde s'en fout, hein. Par contre, tu viens, tu expliques que c'est la fin du monde, la fin des software engineers, la fin du travail, qu'après, il restera qu'une boîte. Tu es en train de vendre une assurance à tous les investissements. Et ça te donne des frissons parce que c'est des mecs intelligents, hyper convaincants, qui voient vraiment la bête tous les jours. Donc tu te dis: «Waouh, putain, ça y est, c'est» et comme dit JB, tout le monde a envie de croire à ça. Maintenant, moi, je te le dis, hein, ce qui va se passer avec l'IA, hein, c'est ce qui s'est passé avec tout, hein. Il va y avoir des conséquences pires que ce que tout le monde a imaginé. Personne n'imaginait que les réseaux sociaux augmenteraient le suicide des jeunes filles, hein. Bah, voilà, on vit dans un monde où le suicide des jeunes filles a augmenté avec les réseaux sociaux et je peux te dire que quand les réseaux sociaux sont nés et que tout le monde imaginait les risques des réseaux sociaux, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Parmi tous les risques qu'on m'a dit, il y en a pas un qui a eu lieu. Par contre, celui qu'on m'a pas dit, il a eu lieu et donc spoiler alerte, l'IA va avoir des conséquences catastrophique pour la société que personne aujourd'hui n'est capable de voir. Et spoiler alert, ça va avoir des impacts incroyables, magnifiques, que personne n'a imaginé non plus. Et que tout ce qu'on imagine de type guérir toutes les maladies, machin, peut-être, mais peut-être pas aussi. Donc en fait, à la fin, c'est comme tout, on va s'en foutre, ça va être un peu, je veux dire, on vit quand même dans un monde en ce moment où soi-disant les États-Unis sont en train de nous expliquer qu'on n'est pas seul dans l'univers et tout le monde s'en balèque. Alors si tu veux, moi, depuis que j'ai compris ça, j'ai compris que la seule currency du monde, c'était de créer l'attention et créer l'attention, ça devient de plus en plus dur. Je veux dire, si les aliens n'arrivent pas à créer notre attention, et je peux te dire que pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent dans cette émission, ils doivent se dire: «Mais merde, la barre elle est haute». Mais même moi qui, soi-disant, est un bon storyteller, et je pense que je suis pas du tout un bon storyteller, hein, mais je pense que j'ai eu la chance d'être dans un marché ridicule où, c'était très facile de sortir du lot parce qu'il y a rien. Franchement, en France, tu fais 2-3 petites confs, machin, tout le monde est: «Ah, c'est incroyable le storytelling». Bon, OK. Bon, maintenant on va être dans la vraie cour des grands. Là, aujourd'hui, dans cette cour, moi, je suis en mode, j'ai des sujets, je suis en mode, mais what the fuck? Tu vois? Genre comment on fait pour créer de l'attention? Là, je travaille avec un entrepreneur à lancer une marque de mode. 90 de notre réflexion, c'est comment on suscite l'attention et c'est hyper dur. C'est hyper dur. C'est 100 fois plus dur que n'importe quoi d'autre, quoi. On travaille des films, on a fait une petite bande annonce là, je pourrais vous la montrer si vous voulez tout à l'heure, hem, c'est c'est vraiment enfin, ça devient très, 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 très dur d'avoir le droit de jouer dans le top 1 et donc pendant très longtemps, il suffisait de faire quelque chose que les gens veulent, mais qu'est-ce qui se passe dans une ère d'abondance où tout ce que les gens veulent, c'est déjà là? Et donc on est en train de passer d'un monde où la vraie question c'est make something people want à make something people desire et comme dirait Lucifer dans la série, Antoine,
What do you truly desire? C'est hyper dur de comprendre ce que les gens veulent vraiment, en fait. Parce qu'en plus, tout le monde est ils sont tous des menteurs. La blague que je fais tout le temps, c'est que Arte, c'est la chaîne préférée des Français. Ouais, la blague. J'y crois vachement, cette histoire. Donc en plus, quand tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, ils te disent des trucs qui, de toute façon, ils veulent pas. Donc ça devient très, 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 très dur de faire du business dans ce contexte. Ouais. En termes de signaling, je sais pas, Anthropic, ils me font penser de plus en plus à FTX, là. Ouais, 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 C'est-à-dire je suis de complètement. on est les gentils et quand tu vois à travers l'histoire, le truc de on est les gentils, avec nous, ça va bien se passer, faites-nous confiance. Ça se passe jamais bien et tout ce truc de d'investir le champ de la morale et cetera, c'est quand même super, c'est quand même super red flag, quand même. Alors que c'est pour ça Elon, c'est génial parce que lui, il dit, Ouais, «J'en ai rien à foutre de la morale, on va sur la lune», et c'est pour ça que tu peux lui faire confiance, je crois. Parce que dès que tu ouais, commences à mettre du signaling et cetera, je pense que c'est étant donné qu'il y a un risque de régulation un jour ou l'autre de l'IA, typiquement là, Trump, il a rejeté, je crois une motion qui disait que l'État devrait avoir un droit de regard sur les modèles qui sortent et cetera. Il faut quand même que ça arrive. Je pense qu'Anthropic se positionne dans le cas où ça arrive, comme les gentils en disant: «Ah non, mais ça, c'est des gentils modèles, donc l'État va leur faire confiance et les méchants modèles, par contre, que non», tu vois? Et effectivement, comme tu dis, c'est stratégie, marketing, argent. Il faut arrêter de mettre de la morale là-dedans, quoi. Mmh. Vous avez parlé rapidement, de la valo de Anthropic, 965 milliards. ouais, Ils ont ça, pris je crois. 900 milliards de valo en 14 mois, hem et ils dépensent 4 fois moins que OpenAI. On est tellement nuls, putain. Putain, 900 milliards en Vous avez pris 14 mois, combien c'est de valo, vous, en 14 mois? On a baissé de valo. La la valo a baissé, Ah la putain! Vous Ah pensez que ça peut putain! être une bulle? Tu penses que ça peut être une bulle ou ça va ou pas? C'est un peu Ah bah, abusé? je te l'ai dit, hein, le calcul est très simple, hein. Soit ils arrivent à passer le cycle énergétique et c'est pas une bulle, soit ils y arrivent pas, ils vont imploser en vol. D'ailleurs, petit Nostradamus, je me demande si, Elon, il est pas en train de leur faire le master coup de l'année. Parce que si tu regardes stratégiquement ce qu'il est en bah, regarde, il leur loue Colossus 1 et il leur loue pour, j'ai peur de dire un chiffre, faudrait peut-être 1,250 millions par mois. 1,250 millions par mois. Combien ça lui a coûté à construire? 10 milliards, il me semble, ou je dis une bêtise? On pourrait regarder en live, combien ça a coûté, Dans ces eaux-là, je regardais, Colossus 1. Heu, ils disent pas là. ouais, faudrait faire un petit, calcul, Non? demander à Chat Colossus 1. Tu peux demander à ChatGPT genre: «How much Elon invested to build, Colossus 1?» Attends, là, ils disent 3 à 4 milliards et ça a pris 122 jours. En 4 mois, Donc ça me il a paraît mis ouf. 4 milliards sur la table, il l'a fait en 120 jours au lieu de le faire en 4 ans. Il y a que Elon qui est capable de faire ça. Il se retrouve à vendre, allez, disons, j'ai aucune, je fais un raisonnement comme ça, j'ai pas de data précise, mais disons qu'il fait 30 de net margin. Donc il se fait 300 millions, 400 millions par mois. Sur les 400 millions par mois, c'est-à-dire que en 1 an, il a remboursé son investissement et il est net profitable à partir d'1 an. Et aujourd'hui, il est en train d'utiliser cet argent pour construire la structure de fabrication dans les étoiles des data centers qui vont tous avoir besoin. Donc, il se tape un mur où il se dit: «Les mecs, sont en train, de vendre super bien, ils ont un super produit et cetera. Comment stratégiquement je peux faire un cheval de Troie de marge?» Et ben, il est en train de faire un cheval de Troie de marge dans la capacité que personne n'est capable de produire. Et si Elon, il a la, La marge, elle est à 39. heu, La 39%, mar mais ça, c'est sur Ouais, Starlink. sur Starlink, quoi. Ouais, je crois pas qu'on sache la marge sur Ouais. Colossus. Et Colossus, en fait, c'est 10-20 milliards et les 3 de 4 milliards, c'est juste les GPU, en fait. OK. Bon, Ouais, bah, donc le le raisonnement, calcul reste il honnête, est ouais. sur un peu plus long, Ouais. c'est un peu plus long terme. Mais le raisonnement reste le bon, c'est que en fait, il est en train
de créer un cheval de Troie dans la marche d'Anthropic et d'être monopolistique dans la capacité de provide la chose la plus rare du monde, à savoir les atomes et l'électricité. Parce que c'est en train de devenir la chose la plus rare du monde, paradoxalement. Et donc, s'il a le monopole de l'abondance là-dessus, et qu'ils vont tous faire runner leur modèle sur les data centers de Elon, bah, peut-être que Elon est en train de gagner la partie. Ah, le jour où il commence à faire des centrales nucléaires, c'est la fin du game, ouais. Bah, Ou lui, il veut si pas faire de centrale, il dit que c'est ouais? impossible à cause de la régulation. OK, donc c ah oui, l'espace, du coup, le soleil, ouais. Ouais, ouais. Software guys are going to have a hard wake up when they realize it was a hardware problem. Et c'est vrai que s'il arrive avec Terafab à construire des semi-conducteurs aux États-Unis, les envoyer dans l'espace et avoir le monopole de la puissance de calcul, bah, je pense qu'il est en bien meilleure position pour gagner à la fin que les mecs qui ont investi dans Anthropic, hein. Ça rejoint ce qu'on disait un peu avant sur la maîtrise de toute la chaîne de valeur et qu'est-ce qui se passe derrière, tu vois? Alors lui, c'est le seul mec qui est profond en disant: «Non mais OK, derrière le modèle, il y a les data centers, derrière les data centers, il y a l'énergie». Mmh. Et j'ai l'impression que c'est quand même un pattern de les gens qui maîtrisent toute la chaîne de valeur de A à Z, qui ont l'intégration verticale, Tellement dur. qui terminent par gagner. Mais oui, c'est par contre, c'est des problèmes d'ingénierie qui sont massifs, quoi, mais C'est lui, il y arrive. le fameux, first, principle thinking. Ouais, Il a mis son focus sur, la base et la source. exactement. L'énergie, c'est un peu le hardware du hardware, quoi. C'est le Mmh, truc qui va tout run et si tu as le contrôle de l'énergie, peu importe si tu es en retard momentanément sur l'IA, au final, c'est toi qui, à long terme, aura le monopole. exactement. Mais il a C'est cette philosophie, ouais, de toujours attaquer la plus grosse contrainte du business. Je trouve que c'est ouf ça et c'est ce qu'il fait tout le temps et ça marche, quoi. Vous avez confiance en lui? Plus confiance en lui qu'en Altman ou le CEO d'Anthropic? 1000 fois, clairement. C'est lui qui run, notre À civilisation? partir à partir du moment où je trouve tu tu as un profil un peu clivant, c'est green flag, par rapport à c'est comme tu as les gens qui se contredisent jamais, qui ont une communication hyper lisse, c'est que tu as bossé, quoi. Tu as Mmh. bossé, Mmh. tu as un message à envoyer, tu fais pas de vagues et ça, je trouve ça déclenche beaucoup plus de méfiance que quelqu'un qui sort et qui dit: «Fuck you tous», sur les plateaux télé, «Je veux pas l'argent des investisseurs, allez vous faire foutre», tu vois? C'est quand même assez un green flag d'un mec qui dit ça, quoi. Mmh. Je sais pas pourquoi moi aussi Tu j'ai vois? une, enfin, je suis pas aveugle, je vois bien les défauts immenses qu'il a, hein, mais je trouve que on peut pas avoir des qualités immenses si on n'a pas des défauts immenses. Je sais pas ce que les gens imaginent. Les gens imaginent que les gens qui développent de telles qualités puissent être des gens normaux, équilibrés et sains. Non, on peut pas avoir autant d'argent, autant de pouvoir et passer 90 heures à travailler par semaine, si on n'a pas quelque chose de détraqué dans la tête et le fait qu'il nous donne ce cadeau à tous malgré son leverage, malgré son pouvoir, bah, franchement moi je lui en suis extrêmement reconnaissant en fait. J'ai vraiment je sais en fait ce que c'est de travailler comme ça et je sais ce que c'est de enfin moi j'aurais l'argent de Elon, je pense pas que enfin d'abord j'aurais jamais l'argent d'Elon parce que je me serais arrêté en chemin au moins 10 fois sur une île privée et puis, f c'est vraiment, enfin, je sais pas d'où il tire sa motivation, en fait. C'est il se tape quand même les pires cons du monde, la régulation, l'État, les guerres, c'est quand même un entrepreneur c'est le premier entrepreneur civilisationnel à ma connaissance de l'histoire et donc il est en train de redéfinir la civilisation. Il joue à ce jeu-là et il joue seul à ce jeu-là. Il doit être tellement seul. Des fois, je me demande ça ressemble à quoi, tu vois, enfin, avec qui il peut parler, en fait? Bah, avec Brivel. Oui, c'est vrai. Qui d'ailleurs, sera avec nous la semaine prochaine. Parce que là, il a pas été viré de l'épisode avant que les rumeurs commencent en commentaire. Il est simplement en Californie en train de faire un pèlerinage. Qui documente sur Twitter. D'ailleurs, je me demande comment il passe autant de temps sur Twitter en ayant une boîte, c'est comme Elon Musk. Ça, c'est un truc qui m'impressionne. J'ai l'impression qu'au plus tu es intelligent, au plus tu peux, publier de trucs sur Twitter, tout en ayant une boîte,
qui cartonne. Bah, de toute façon, le boulot numéro un d'Elon Musk en tant que fondateur de ces boîtes, c'est d'assurer un flux permanent, d'argent dans des boîtes qui ne sont pas profitables. Je veux dire, il a quand même il va nous valoriser 2 000 milliards de dollars, une boîte qui perd 6 milliards par an. Ze et donc la 4 vir seule façon de faire ça ouais, combien? ils perdent 4,3 milliards par trimestre et ils seront valorisés 1 750 milliards Voilà, d'accord, donc c'est pour encore pire. l'IPO. Donc il perd 12 milliards par an et il nous, non par trimestre, oui 16 milliards par an il perd et il va être valorisé, ce prix-là. Pour pouvoir faire cette performance-là, il faut, que l'investissement vienne du retail. C'est pas un fonds d'investissement qui fait un DCF qui va être valorisé comme ça. La seule personne qui peut te valoriser comme ça, c'est, les gens, c'est monsieur, madame, tout le monde qui se motive à venir, chercher, le rêve et pour entretenir le rêve, il faut parler sur Twitter. Le boulot numéro un d'un Elon, c'est que combien il a de gens qui le follow? 70 millions 220 millions, je crois. 220 millions, je suis n'importe quoi, je suis à côté de la plaque moi. Donc le boulot numéro un, c'est de parler à ces 220 millions de personnes et les tenir engage pour qu'ils aient envie d'acheter des actions. Et c'est le plus gros impact structurel sur l'ensemble de sa boîte, de ses moyens, de sa truc. Donc quand j'entends des mecs qui m'expliquent qu'en fait le travail qu'il fait sur Twitter, c'est pas du travail, qu'il a une boîte à faire tourner, ils ont juste pas compris ce que c'était de faire tourner une boîte pour Elon. Donc il doit passer 20 heures par semaine ou 30 heures par semaine sur Twitter. Il fait des semaines de 100 heures, ça laisse 70 heures pour le reste, quoi. Ouais, 240 millions. 240 millions de followers. Costaud, hein. Il y avait d'autres points que vous vouliez voir, les gars? Ouais, il y a un point que je trouvais intéressant, c'était le tweet, d'Elon pour son recrutement. Il disait, «On veut des ingénieurs, smart, on s'en fout si vous connaissez quelque chose à l'IA ou pas. De toute façon, vous êtes intelligent, on va vous former», tu vois? Et c'est marrant, je me dis: «Est-ce que sur le recrutement, tu vois, maintenant même dans la boîte de n'importe qui, tu prends moins des experts, tu prends juste des gens smart et c'est la capacité à apprendre qui va faire la diff», tu vois? Donc on va dire l'intelligence pure un peu a plus d'importance, qu'avant, tu vois? Mmh. C'est ça le tweet? SpaceX is actively hiring world-class engineer physicists, even if you have zero prior experience in AI. Smart Il dit: humans figure «Personnellement, it toutes out les fast». candidatures qui passent le premier filtre, j'y crois pas une seconde». Moi, je suis sûr que c'est vrai. Je pense qu'il peut se chauffer, Je suis sûr qu'il chauffe. Je pense que tu te rends pas compte à quel point c'est essentiel. Après, il doit les lire en 20 secondes et de toute façon, le premier filtre, il doit être massif, hein. mmh. Ouais. Mais non, non, je suis sûr que je suis sûr que d'ailleurs, c'est pour ça que c'est tellement agréable de travailler pour des mecs comme ça, hein. C'est que quand tu travailles pour un mec comme ça, tu as une chance de finir avec lui dans une pièce à réfléchir quand ton sujet est important, hein. Et tu sais que ton travail est important parce que Elon est dans la pièce, hein. Ça, c'est le coup des mecs qui veulent faire la stratégie, déléguer et tout, c'est un sketch, hein. Tout le monde le sait très bien. Après c'est dur, hein, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de la quasi-totalité des ingénieurs qui étaient à la fondation d'XAI, ils sont tous partis parce que la pression était trop forte, c'est quand même, ça a l'air dur, quand même. Il y a pas mal de mecs qui démissionnent parce que les deadlines sont trop short et cetera, tu vois? Après c'est un filtre, quoi. Les gens qui arrivent à suivre le rythme, je pense c'est des guerriers, C'est donc clair. tu as un filtre à l'entrée, tu as aussi à l'intérieur, si tu suis pas le rythme, tu dégages, rapidement, quoi. En fait, il demande, aux gens d'envoyer un mail et de dire 3 bullet points qui montrent qu'ils ont, une compétence exceptionnelle pour, faire du travail utile. C'est une méthode de recrutement intéressante. 3 bullet points. Donc il y a peut-être moyen que ce soit lui qui review vite fait, Mais c'est les 3 sûr. bullet Et de toute points. façon, c'est tellement dur. De toute façon, regarde, aucun de nous pourrait écrire cet email, hein. Et moi, je connais personne, j'ai connais personne dans mon entourage qui pourrait le faire. À part peut-être, Boyven, sans doute. À part lui, c'est hyper dur, en fait, de d'aller dire, voilà 3 bullet points et ça me rend exceptionnel en ingénierie. C'est,
Le filtre, il est hardcore, hein. Bah, ce qui est bien, c'est que Tu peux pas dire: «J'ai fait Polytechnique», hein, ça force à présenter un outcome, en fait, parce que tu peux pas présenter un process en une ligne. Ça te force à dire 3 outcomes et donc résultats et du coup, bah, si tu as pas fait de résultat, tu peux pas écrire le mail donc tu es automatiquement filtré, quoi. Tu vas commencer à dire: «Ouais, j'ai participé à ça, on a fait ça, c'était cool». Ouais, mais le résultat, c'est quoi? Tu vois? Si tu peux pas écrire le résultat en une ligne, bah, mmh ce que tu fais, ça sert à rien et ça dégage, quoi. et Donc dans d'ailleurs, la forme, il y a quelque chose. comme il y a des gens jeunes qui nous écoutent, ça montre aussi, à quoi les gens devraient utiliser leur jeunesse, c'est que plutôt que faire des business, c'est d'essayer de faire des projets impactants, intéressants et impressionnants, quoi. Parce que là, tous les petits génies dans tous les pays qui ont, j'avais vu un gamin, il avait construit une centrale électrique dans son village pour donner de l'électricité en ne connaissant rien et en apprenant tout avec l'IA. Bah, lui, il peut l'écrire le mail. Il les a les 3 bullet points. Mmh. Réappris la théorie des batteries, développé un truc. Tu te dis: «Bah, écoute, tu connais rien de l'IA, mais viens, je vais te former, quoi». C'est ça qui est génial avec cette, méthode, c'est que ça nous renvoie au fait que, bah, il y a 1 des ingénieurs qui, produisent 99 de la valeur, civilisationnelle, en fait. Alors Mmh. c'est pas le seul talent, hein, après il faut des gens qui font le marketing, machin truc, mais c'est vrai que là, il revient il va chercher le plus fondamental des skills qui crée le plus de valeur. Mmh. C'est vrai que même sur, nous, on avait un process de recrutement qui était, par exemple, «Ah bah, va sur le produit, dis ce que tu en penses» ou «Va sur la chaîne YouTube, regarde le blog, qu'est-ce que tu en penses?» et maintenant 80 des emails, c'est genre, des mecs qui ont fait un rapport IA en disant: «Vas-y, réponds à cet email» et tu vois que c'est un agent qui a écrit l'email, tu vois? Et pareil, la forcer au résultat, bah, tu peux pas fake non plus. Quand tu parles de projet ultra ambitieux, Oussama, c'est quoi que tu définis par, l'ambition exactement? Bah, la valo terminale probable, OK, donc c'est tout purement simplement financier? ça. Bah, non, mais c'est juste que la finance, c'est le meilleur, résumé de tous les autres critères qui sont impossibles à résumer. Si quelque chose vaut 100 milliards, c'est que, bah, ça vaut 100 milliards. Si quelque chose vaut 1000 milliards, c'est que ça vaut 1000 milliards. Alors, ce qui est marrant, c'est que pendant très longtemps, le jeu dans les startups, c'était de faire des boîtes à 1 milliard. Ensuite, ça a été de faire des boîtes à 10 milliards. Maintenant, c'est de faire des boîtes à 100 milliards, 1000 milliards. Je crois que j'ai entendu quelque part que YC maintenant disait aux gens qu'ils avaient une chance de faire une boîte à 100 milliards. Sachant qu'une boîte à 100 milliards, c'est 100 boîtes qui valent 1 milliard. Hem, Moi, je me suis dit que maintenant, mon seul métier, c'était de créer 5 boîtes par an qui ont une chance, de valoir plus de 10 milliards et d'aider donc 5 équipes dans l'étape de 0 à 1, qui est l'étape la plus cruciale de formation, de setup et cetera. Parce que je pense que moi, ma vraie force, c'est ce moment extrêmement où il y a rien et il y a quelque chose et donc de devenir un spécialiste de la création de hype massive qui te donne une chance de jouer à ce jeu-là. Parce que c'est quoi maintenant le jeu? C'est que si tu veux jouer aux boîtes ambitieuses, il faut que tu arrives dans ce moment-là, sans aucun moyen, à créer l'attention et la hype qui te donnent les moyens d'avoir le droit de jouer le jeu pendant quelques années et donc d'avoir les moyens de le faire soit par des revenus massifs, soit par des trucs. Mais tu vois, je me sens par exemple, je me sens complètement exclu du jeu des boîtes à 100 milliards. Alors que je me suis pas senti exclu des boîtes du jeu à 1 milliard, enfin, c'était le jeu à 1 milliard. Mais les boîtes à 100 milliards, en fait, bah, parce que ça demande en fait un environnement de compétences qui m'est pas du tout, du tout accessible, quoi. Technique ou, business? Les 3 mon capitaine. Moi, j'en Les ai 3 2. mon capitaine. Je sais, mais je t'en rajoute un financier. Ouais. Niveau CAPEX, C'est ouais, c'est ouais. En fait, le monde des gens qui savent lever avec les fonds souverains, des 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, c'est un monde, c'est un monde, très, très spécial. C'est c'est une sacrée ligue, hein. Parce que, Ah, un faut de l'accès quand même. un ouais, il faut de l'accès, ouais. Là, OpenAI qui lève 119 milliards, c'est quelque chose quand même. Ouais. Alright. OK, on a fait le tour les gars. Merci beaucoup, yep. d'avoir, encore une fois donné vos points de vue. Les amis, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors on est quand même sur un format beaucoup plus technique
que ce qu'on pouvait faire avant, hein. Il y a beaucoup plus de termes, compliqués et tout, mais bon, n'hésitez pas, à utiliser l'IA pour comprendre, de ce dont on parle et on réfléchit à lancer un format live stream, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc actuellement, on tourne à quelle heure, heure française, Oussama? Parce que moi, je suis en décalage là. Je sais pas du tout, 9 heures. 9h. 9h heure française. Donc si le dimanche matin, vous êtes pas trop sortis la veille et vous êtes un peu frais pour, venir échanger avec nous, on va essayer de mettre ça en place. Restez à l'affût et heu et on communiquera tout ça, sur le compte Insta. On n'a pas de boîte mail, sans permission? Où on peut On envoyer peut des en mails, faire non? on peut en faire une, ils peuvent écrire à Non, qu'est-ce mais qu'on c'est peut que nous, créer on comme puisse leur boîte? écrire surtout, si on veut lancer un live. Ah oui, d'accord, il faudrait créer Ouais, une newsletter sans permission, en fait. ouais, c'est ça. Mmh. On On va va faire mettre ça. ça en place. On va mettre ça en place. Merci les gars, on se retrouve la semaine pro. Trop bien, Ciao, ciao. Salut. c'était un plaisir d'être Ciao. avec vous. Ciao.